Salut tout le monde, je m'appelle Thibaut, bienvenue. Salut, bienvenue également à tout le monde. Moi, c'est Rodolphe. Bienvenue dans notre nouveau podcast, le BJJ Corner. Un nouveau podcast qui va essayer d'être un peu différent de ce qui existe déjà. On va essayer un petit peu de profiter de ça pour pouvoir parler, un petit peu donner nos avis, nos différents avis sur l'actualité du Jiu-Jitsu ou tout ce qui est en rapport de près ou de loin avec cette activité. On passe beaucoup de temps sur les tatamis, on voit pas mal de gens, mais on n'a pas trop le temps de parler. Et donc là, ça sera l'occasion, quoi. Voilà, notre vision, notre point de vue, des thématiques, des choses qu'on a envie d'aborder qui l'ont pas été déjà forcément. C'est le programme qu'on vous réserve pour ce premier numéro du BJJ Corner. Donc, qu'est-ce que tu as fait, Thibaut, dernièrement, ces jours-ci là? C'est quoi ton actualité individuelle, je dirais, en termes de jiu-jitsu, ce qui peut être lié au sport en tout cas? Pas grand-chose, la routine, on va dire, donc beaucoup d'entraînement, etc. Mais du coup, qui dit beaucoup d'entraînement, dit aussi quelques petites blessures, comme tu le sais. Ouais. Donc nous, je pense qu'on a la chance de jamais avoir été trop blessés. Mais bon, malgré tout, à force de s'entraîner, le corps subit un peu. Et en ce moment, j'ai un peu mal au lombaire, on va dire. Enfin, en ce moment, c'est pas vraiment en ce D'accord. moment, c'est sur cette dernière année, j'ai toujours une petite sensation de tension au niveau des lombaires, qui est là un peu en permanence. D'accord, mais que tu t'es fait à l'entraînement ou comment c'est venu en fait? Oui, mais ça s'est pas fait d'un coup, je pense. C'est plus l'usure à force de m'entraîner. Souvent, par exemple, le matin au réveil, je sens que les lombaires sont un peu tendus, quoi. Mais c'est jamais au point de m'arrêter durant un combat ou vraiment. Je suis pas vraiment dans la douleur forte. Mais je suis C'est une gêne en fait, hein, c'est plus, c'est ça, plus comme ça. c'est ça. C'est une gêne qui est, on va dire, là en permanence depuis à peu près un an et toujours une sensation un peu désagréable. Et du coup, je me suis dit que j'allais essayer de traiter le truc si c'était possible plutôt que de me le traîner et que ça s'empire éventuellement au fur et à mesure des entraînements sur les mois, années qui viennent. Du coup, j'en ai parlé un peu à droite à gauche et on m'a conseillé d'aller voir un ostéo. D'accord. Donc, en 20 ans de jiu-jitsu, je suis allé voir une fois un kiné et deux, trois fois déjà des ostéos ou assimilés, c'est-à-dire D'accord, chiropracteurs. donc c'est plutôt rare que tu ailles chez le médecin, chez le docteur pour une blessure liée au sport, on va dire. Oui, voilà, j'ai cette chance de jamais avoir été trop blessé. Ça va, au niveau de la santé, ça va. Mais bon, malgré tout, à force, je pense que c'est pas mal de s'en préoccuper et prévenir plutôt que guérir, quoi. Ouais. Donc, Surtout que, bon, on arrive à un âge, aussi bien toi que moi, tout à fait. on doit commencer à faire attention là-dessus, Surtout toi, en fait. surtout moi. Donc, donc, j'ai décidé d'aller voir un ostéo de manière préventive, on va dire, D'accord. qui m'a été conseillé. Donc voilà. D'accord. Il t'a fait des petits massages ou comment ça s'est passé? Elle m'a fait quelques petits massages. Elle m'a fait, parce que c'était D'accord. une femme, n'est-ce pas? J'y reviendrai, ça a son importance. Mais bon, juste pour en revenir au fait d'aller voir un ostéo, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu. C'est-à-dire que je disais, j'ai mal au dos en ce moment, j'ai une petite gêne. Et on me fait souvent, t'es allé voir un ostéo? Non? Comme si c'était quelque chose qui allait un peu de soi, quoi. L'ostéo,
Alors moi, non, pas spécialement. Ah ouais, bah vas-y, hein. Tu devrais. Ostéo, ouais, tu devrais. Et c'est quelque chose qui m'a souvent été sorti comme, bah c'est logique, quoi. Ça peut paraître logique, ouais. Ça peut paraître logique, sauf qu'on va voir qu'en fait, c'est pas logique. C'est pas logique du tout, même. Ce qui est logique, en fait, c'est plus d'aller voir un kiné. D'accord. Je vais expliquer pourquoi. On t'a mal aiguillé, donc. En quelque sorte. Je dirais pas ça, parce que ça peut quand même fonctionner sur certaines personnes. D'accord. Donc bon, je vais sûrement pas me faire d'amis en parlant de cette expérience, hein, mais ça n'est qu'un avis subjectif sur comment j'ai vécu le truc et les résultats ou le manque de résultats qui en a découlé. Donc, je vais à ce rendez-vous, donc je parle à la personne qui est en face, une relativement jeune femme, assez sympathique, à qui j'explique que voilà, je suis professeur de jiu-jitsu, que j'en fais depuis 20 ans, que je combats souvent avec des adversaires plus lourds que moi et que je pense que l'usure fait que je sollicite mes lombaires peut-être pas correctement ou que voilà, simplement le fait de beaucoup combattre avec des gens plus lourds, plus puissants, ça peut avoir une incidence sur ça. Ouais. Ce qui me paraît être logique. Surtout que toi tu as un poids léger, donc tu as tendance à avoir beaucoup de gens qui essayent de jouer sur leur poids ou leur physique en tout cas. D'autant plus que tu es ceinture noire, donc souvent tu te retrouves avec des gars moins techniques, moins gradés que toi, et qui vont essayer de jouer plus sur la force, donc ça peut éventuellement accentuer le risque de blessure en tout cas. Complètement, en plus j'ai un jeu qui est quand même pas mal basé sur la garde ouverte, garde araignée, des gardes où souvent le fait de tasser l'adversaire peut être vu comme oui, tu travailles beaucoup en dessous. Ouais, je travaille beaucoup en dessous et sur de la garde ouverte, donc avec des possibilités de me faire stacker, de me faire tasser, exactement. Et voilà, donc j'ai essayé d'expliquer ça assez rapidement à la personne en face, à cette ostéo, donc qui m'a écouté, qui a pris bonne note de tout ce que je lui ai raconté. D'accord. Puis ensuite elle a commencé à dérouler son traitement. Donc elle m'a fait me mettre en caleçon, déjà. Première chose. La base. Donc elle me fait mettre de dos et elle me demande de me tenir debout et de rester fixe comme ça. D'accord. Donc elle me pousse à droite, à gauche et en gros elle me dit bon il y a un problème, vous avez trop de poids sur votre jambe gauche et pas assez sur la droite. D'accord. T'as un déséquilibre. Un déséquilibre, voilà. Et ça s'en est rendu compte comment, pardon ? En regardant ma posture. Juste, oui, tu t'es tenu droit et elle a regardé de dos, elle a vu que tu avais l'épaule plus haute que l'autre ou quelque chose comme ça. Oui, je pense. Alors, je sais pas exactement ce qu'elle a fait exactement dans le détail, mais en tout cas, c'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'a poussé un peu sur la droite. Elle a trouvé que tu étais asymétrique, quoi. Ouais, probablement, en regardant mes pieds ou je sais pas. D'accord. Je sais pas trop ce qu'elle a fait. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'elle m'a sorti. D'accord. Et donc, elle m'a poussé d'un côté, j'ai pas bougé, elle m'a poussé de l'autre, et effectivement, peut-être qu'elle avait poussé plus fort d'un côté que de l'autre, je sais pas. Mais bon, toujours est-il qu'elle est partie là-dessus. D'accord. Donc, elle a commencé à m'allonger sur sa table et à me masser, au niveau des cervicales, etc. Voilà. Bon, jusqu'ici, tout allait bien, sauf que je sentais quand même que mon discours, elle en avait rien à foutre, en fait. C'est-à-dire qu'elle était partie pour dérouler son truc, que pour elle... Elle faisait ce qu'elle faisait à tous ses clients. Quoi, exactement. C'est-à-dire qu'elle... C'était pas adapté à toi spécifiquement, les problèmes que tu pouvais avoir. Alors moi, quand j'ai mal à mes lombaires ou quand je les sens, j'ai des images de gars effectivement de 100 kilos qui essaient de me tasser, qui essaient de me tordre dans le sens inverse de mes membres. J'ai ce genre d'image qui me vient aux yeux. Je pense pas que ça soit une histoire d'asymétrie de ma posture. Mais bon, j'y suis allé open mind, on va dire, tant qu'à faire, autant y aller en essayant de croire au concept. Et j'ai laissé dérouler son truc. Donc elle a commencé à masser. Alors personnellement déjà j'aime pas trop la sensation de me faire masser par une femme en caleçon. Je trouve ça assez... C'est toi qui étais en caleçon, hein. C'est pas la femme. Ouais, elle était en elle était en tenue de médecin, tenue d'ostéo. Et moi j'étais en caleçon muet. Et donc elle a commencé son massage, mais c'est vrai que c'est un peu spécial quand même la sensation de se faire masser. Bon, c'est spécial. Ouais. Faut aimer. Dans ce cadre-là, faut aimer. Et bon, bref, au bout d'un moment, elle a commencé à mettre des gants et elle m'a dit bon, là, j'arrive pas trop, ça se débloque pas. Faut que. Elle faisait craquer là, c'est ça ?
Même pas, c'était pas vraiment. C'était plus remuer, quoi. D'accord, Remuer les t'étais pas tissus. détendu Bah, si, moi j'étais détendu, mais elle me remuait les D'accord. tissus à droite à gauche. D'accord. Pas spécialement au lombaire d'ailleurs. C'est-à-dire D'accord. qu'elle me massait les épaules, la nuque, etc. Mais bon, pour l'instant, T'as pas senti que c'était adapté à ton Non, problème pas du- spécifique? Pas du tout, j'avais l'impression que mon problème, D'accord. elle s'en tapait en fait. Mais bon, bref, encore une fois, je pense qu'elle était dans le fait de dérouler son Oui, truc. peut-être qu'elle une déroulait mauvaise peut-être expérience. Enfin. Qu'est-ce qui te fait dire que c'est la pratique, enfin Bah, c'est le la, métier c'est la plutôt troisième, c'est la troisième C'est que la je vois et à chaque fois c'est un peu pareil quoi. D'accord. Et donc au bout d'un moment elle commence à mettre des gants et elle me dit là j'arrive à rien, il va falloir que j'attaque les dents. Et alors là les dents. Les dents. Oui. D'accord. Donc elle a mis son gant et elle a entamé un petit massage des gencives. Et elle a D'accord. commencé à me masser lentement les gencives, dans l'idée sûrement de relâcher une tension au niveau des cervicales. J'ai l'impression que c'est ce qu'elle était en train de faire. Est-ce qu'elle Elle était m'expliquait. payée à l'heure ou à la consultation? Je sais même pas pour te dire la vérité. D'accord. Mais je sais qu'elle a été payée 70 euros. D'accord. Euh, Bon, ça va encore, non? pour ce que ça m'a apporté, non, pour moi ça va pas. Et donc elle m'a massé les gencives pendant 10 minutes. Et ensuite elle m'a fait me rasseoir. Elle m'a fait tourner à droite à gauche. Et, Donc elle t'a voilà. fait masser les gencives pour un problème au lombaire à la base. Hein. Voilà, c'est bien ça le problème en D'accord. fait. Tu vois. Ok. Le problème il est précisément là quoi. Et elle me fait constater que j'ai gagné de l'amplitude en regardant à droite à gauche. Mais moi je n'étais pas venu pour gagner de l'amplitude à droite à gauche, j'étais venu parce que j'ai mal au lombaire. On avait déjà oublié ce que tu lui avais raconté. Quoi. Ouais, c'est ça, je crois, là, s'en taper complètement en fait. Et donc voilà, j'ai fait la petite séance et forcément le soir même ça n'a absolument rien changé, le lendemain non plus, bref ça m'a servi absolument à rien une fois de plus. Est-ce que tu avais mal aux dents du coup? Non, non, ça m'a fait ni du mal ni du bien, ça n'a D'accord. servi absolument à rien. Ça m'a coûté 70 euros, elle m'a donné un papier pour éventuellement me faire rembourser par la mutuelle parce que c'est pas remboursé par la sécurité sociale. En plus. Et donc voilà, donc en fait ce qu'il faut savoir c'est que l'ostéopathie c'est la médecine non conventionnelle, Dixit Wikipédia, ce qui veut dire en gros que on n'a pas prouvé que c'était vraiment plus efficace que le placebo, quoi. D'accord. Tout simplement. Sauf que ce qui est étonnant quand même, c'est comme je te disais tout à l'heure, c'est que quand je parle de problèmes, de douleurs à droite à gauche, en France, il y a une espèce de... Je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais en France, il y a une espèce de croyance commune que l'ostéopathie est une solution plus ou moins sérieuse. Quand on à a tous mal ces problèmes. quelque part en particulier et quand c'est lié au sport, on a plus le réflexe d'aller chez un kiné ou ostéopathe que chez un médecin généraliste qui lui a plus dans l'inconscient collectif tendance à soigner des rhumes ou un mal de Ouais, gorge ou mais quelque chose comme ça. là, même comme ce que tu viens de dire, c'est symptomatique. C'est-à-dire que tu dis un kiné ou un ostéo. Sauf qu'un kiné, un ostéo, en fait, il y a eu une espèce d'amalgame qui a été fait parce que Ouais. je pense il y a une sorte de business et que quand tu marques ostéo, tu vas gagner les clients qui veulent un ostéo. Ouais. Mais en fait, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que kiné, c'est quelque chose qui est reconnu, qui est remboursé par la sécurité sociale, qui est de la vraie médecine prouvée scientifiquement, tandis que ostéo, c'est non conventionnel. Ouais, je comprends. C'est du placebo. Ou en tout cas, c'est pas forcément mieux que du placebo. D'accord. Juste pour la petite histoire, ça a été créé par un médecin américain en fin du 19e siècle, Ouais. qui prétendait guérir un petit peu tout type de maladie grâce à des massages. Voilà. D'accord. Donc ça a fait son petit bonhomme de chemin et le concept a bien fonctionné. Mais voilà, c'est devenu au fur et à mesure toléré en France. C'est-à-dire que je crois qu'il y a 15 ans, si tu n'étais pas médecin, tu ne pouvais pas être ostéo. Tu pouvais être médecin ostéo, il l'autorisait, mais ostéo tout court, tu étais hors la loi. D'accord. Et donc c'est au final, j'imagine, par un jeu de lobby, etc., de business, de machin, c'est devenu autorisé maintenant. Et plus qu'autorisé, c'est communément conseillé d'aller voir un ostéo. Alors que c'est assez fréquent. Il y a Voilà. énormément de gens qui y vont. Quoi. Bah, je sais pas pour toi, mais moi, j'ai fréquemment entendu dire, mais va Oui, voir oui. l'ostéo. T'as un truc, va voir l'ostéo, quoi. Ben, moi j'y suis allé une fois, mais c'est un ami d'ailleurs du jiu-jitsu brésilien, c'est Cédric Akakpovi qui m'avait conseillé, qui m'avait recommandé quelqu'un. Et bon, c'était au black, hein, je me rappelle. Il m'avait fait rentrer dans son cabinet et j'ai une très mauvaise expérience aussi.
C'était avant un combat d'ailleurs, c'était l'ASF 4. D'ailleurs, là, on vient de faire le 5 il n'y a pas longtemps. Je combattais au 4 et je m'étais blessé contre Cédric d'ailleurs, parce qu'on s'entraînait ensemble, lui aussi il combattait sur la carte. Donc il t'a déglingué, ensuite il t'a donné la carte du mec pour les préparer. Non, je me suis blessé, je me rappelle, il essayait de il me faisait tenter une projection, j'ai sprawlé et je me suis fait mal en sprawlant, je me rappelle. Et du coup, lui, pareil, il s'était blessé aussi. Donc, il m'a dit, va voir cet ostéo, il est pas mal et tout. J'y suis allé, donc c'était dans son bureau, j'avais mis vachement de temps à trouver déjà, et je sais plus ce qu'il était, enfin, dans un quartier pas mal à Paris. Et du coup, il a commencé à me manipuler, entre guillemets. Et puis, il arrêtait pas de me dire de me détendre. J'avais l'impression d'être détendu, mais il insistait, détends-toi, enfin, détendez-vous, pardon. Détendez-vous, détendez-vous. Et puis au bout d'un moment, il a dit bon bah j'y arrive pas, vous êtes pas assez détendu. Au revoir. Donc je me suis dit il va faire autre chose. Bah non, il m'a dit voilà c'est terminé, la séance c'est terminé. Et je me rappelle que je lui ai dit mais j'ai encore mal, il fait bah je vais vous donner un peu de Voltaren. C'est bon ça. Voilà, moi c'est Un la petit seule verre de expérience. vin rouge, un Doliprane Exactement. et à la prochaine. C'est la seule expérience que j'ai avec un ostéo. Bon du coup mauvaise expérience alors pour toi. Oui, C'est mauvaise concernant. expérience. Donc personnellement, encore une fois, hein, je raconte mon histoire telle que je l'ai vécue, sincèrement. Voilà, j'imagine que ça tombera peut-être dans l'oreille d'un ostéo qui va me gueuler dessus d'ici peu. Mais voilà, moi j'ai vraiment vécu le truc comme ça, c'est-à-dire qu'elle n'a pas écouté ce dont je lui parlais. Et voilà, elle a déroulé son truc. Mais de toute façon, j'ai du mal à croire qu'on puisse régler mes problèmes par de la manipulation sur un coup de 30 minutes par-ci par-là, alors que mes problèmes viennent potentiellement d'une manipulation de plusieurs heures par jour dans le sens inverse. Ouais. C'est-à-dire que Par contre, les kinés, j'ai fait des kinés et là ça me paraissait plus rationnel, c'est-à-dire qu'il y avait du renforcement musculaire et là j'avais senti des effets bénéfiques. Donc kiné, pour moi j'y crois entre guillemets, ostéo j'y crois pas. T'es sceptique. Voilà, sauf qu'il y a une association des deux termes qui pour moi tend à crédibiliser quelque chose qui ne devrait pas forcément l'être. Donc le lobby des ostéos. Quoi. Ouais, exactement. Donc, ok, ce sera un peu ta thématique, ton actualité. C'est ça. Voilà, moi la mienne, en fait, j'ai pas vraiment d'actualité dans le sens où j'étais en vacances. Je suis parti dans le sud avec ma femme me reposer. Donc voilà, juste pourquoi je parle de ça, parce que depuis que je fais ce sport, tu le disais tout à l'heure, ça va faire une vingtaine d'années. On s'arrête finalement que très peu à pratiquer. Généralement, on s'arrête jamais l'été parce qu'on sait que c'est pas bon de faire une pause trop longtemps. Après, on va perdre en termes de. On sera plus dans le rythme, on va perdre en termes de cardio, de forme de corps, etc. Du coup, on a tendance à continuer, même pendant les vacances d'été, à Noël, toutes les vacances en fait. Sauf que, même si moi j'ai eu tendance à respecter ce fait-là, le fait de continuer, quoi, je me suis arrêté quand même une fois. Il y a une période où je m'étais arrêté, je me rappelle, pendant plus d'un mois. On était plusieurs à avoir contracté un staphylocoque au club. Je sais pas si tu te rappelles. Si, ouais, je me souviens. Je sais pas si toi tu avais été concerné, mais je me rappelle que Maxime, lui, avait chopé un truc vraiment gros au niveau du genou. Au point où il pouvait quasiment plus marcher pendant une période, il boitait. Moi j'ai eu la même, on va dire, dans un degré un petit peu moins fort. Et du coup là j'avais dû m'arrêter un petit moment parce que staphylocoque, pour ceux qui savent, c'est ultra contagieux. Donc voilà, mais sinon à part ça je m'arrête que peu, même si, donc j'en viens à ce que je voulais dire, j'ai tendance quand même à faire une pause de 2 semaines généralement dans l'année où je m'entraîne pas du tout. Même si je prends toujours mon kimono avec moi où que j'aille. J'ai une époque je voyageais énormément. Je prenais tout le temps mon kimono où que j'aille, en Asie, en Europe, en Amérique, etc. J'avais toujours un kimono avec moi. Bon là je l'avais quand même au cas où, mais en l'occurrence je m'en suis pas servi. Parce que je pense que c'est bien quand même des fois de s'arrêter 2 semaines pour vraiment faire une pause et laisser son corps se reposer. C'est assez paradoxal ce que je veux dire parce que j'ai remarqué que des fois, en s'arrêtant,
Finalement, c'est là où je découvre que j'ai mal quelque part. On pourrait se dire que c'est le contraire, c'est en pratiquant qu'on se découvre des blessures, mais généralement, moi en tout cas, en ce qui me concerne, je sais pas si pour toi c'est le cas, Si, tu vas me le dire, mais moi je découvre que j'ai mal lorsque je m'arrête. Bon, mais là c'est pas le cas non plus. Je m'égare un peu, mais c'est pas ce que je veux aborder non plus. J'en viens au fait que j'ai arrêté de pratiquer le jiu-jitsu brésilien pendant 2 semaines en tout cas. Par contre, je faisais toujours du sport, enfin une forme de sport, parce que certains ne vont pas considérer que c'est du sport. Je me suis mis dernièrement à la souplesse. Alors juste, excuse-moi de te couper, ça veut dire que là, cet été, tu ne feras pas ta pause annuelle de 2 semaines? Non, mais je l'ai faite là. Généralement, donc là, juillet-août, tu t'arrêteras pas un jour. Non, je m'arrêterai pas. Les années précédentes, souvent, je la faisais quand je partais en Chine, parce que moi, j'y étais plus ou moins contraint en fait. Parce que la ville où je vais en Chine, j'arrive pas à trouver des clubs. Donc, je suis contraint en fait de pas m'arrêter. Bon, je fais des pompes, je fais 2-3 petits trucs pour me maintenir, mais voilà, je m'entraîne pas. En tout cas, j'ai toujours mon kimono avec moi. Bon, j'ai réussi à m'entraîner à Pékin la dernière fois. Tu fais des pompes en kimono ou voilà, ouais. Les tractions avec le kimono, enfin bon, j'essaie de garder les grips, etc. Donc là, je disais, j'ai quand même fait un peu de sport, dans le sens où j'ai fait de la souplesse. Pourquoi j'ai fait de la souplesse? Je suis retombé il n'y a pas très longtemps sur des photos de moi lorsque j'avais une dizaine d'années, des photos en vacances dans le sud, au même endroit où je suis parti d'ailleurs. Et à cette époque-là, je faisais de la gymnastique. Et je me rappelle que j'avais souffert pour y arriver. J'avais un prof qui était assez dur. De toute façon, dans ce sport, pour être bon, il faut un prof dur. Et assez rapidement, j'avais été capable de faire le grand écart. Le grand écart, le mouvement fétiche de Jean-Claude Van Damme, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Et du coup, grand écart. Voilà. Et du coup, je faisais même le grand écart facial, pour être plus précis. Le grand écart plus les bras en avant et le corps complètement collé au sol. D'accord. Je crois que toi, tu étais pas loin aussi, en tout cas. On était plusieurs à faire de la gym. Je crois même que Maxime a fait de la gym. Enfin, il a fait il a fait du bébé gym. Et là, en plus, c'est pas une blague. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que j'arrive à le refaire. Sauf que à l'époque, j'avais 10 ans et aujourd'hui, j'en ai pas loin de 40. Du coup, la souplesse, c'est quelque chose qui devient très très dur avec l'âge. C'est pas quelque chose qu'on arrive aussi facilement à faire, à gagner en tout cas que lorsqu'on est jeune. C'est assez logique. Donc il y aura sûrement des personnes à viser qui sauront mieux pour moi la raison. Les ostéos. C'est physiologique, de toute façon. On se raidit avec l'âge. Mais en tout état de cause, ça devient beaucoup plus dur d'arriver à être souple à cet âge-là. Malgré tout, j'avais quand même super envie de revenir à un niveau de souplesse. Et puis je me suis dit que, j'en reviens toujours à l'âge, mais quand on approche la quarantaine, c'est peut-être important aussi d'être souple pour éviter les blessures, tu le disais tout à l'heure, mais nous on travaille beaucoup en dessous, on fait beaucoup de garde, toi, moi, Maxime également. Même si on essaie de varier notre jeu, notre base c'est quand même la garde. Et voilà, en faisant de la garde, tu as intérêt à être souple. Quand tu as un mec qui te tasse, quand tu as quelqu'un qui essaie de t'attraper la jambe, de la décaler, c'est toujours important d'être assez souple. Du coup, je me suis remis à la souplesse et c'est vraiment dur, ça fait mal. Je sais pas si parmi ceux qui nous écoutent, s'il y en a, je sais pas s'il y en a parmi vous qui font la souplesse, bon, tout dépendra de votre âge, mais c'est quand même quelque chose où on se fait mal. Alors j'ai beaucoup moins mal, parce que maintenant ça fait quasiment une semaine que je suis rentré, donc ça fait un peu plus de, on va dire, 1 mois que j'en fais. Et j'ai quand même moins mal sur les dernières séances que les premières. Mais c'est quelque chose, en tout cas, tu es obligé de te faire mal. Même la muscu, j'en ai fait pas mal à un certain moment. La muscu, t'as vite, tu retrouves vite des sensations. Tu arrives à faire des cours, bon, tu dois t'arracher, évidemment, mais tu arrives à faire des séances où tu prends quand même pas mal de plaisir. En souplesse, lorsque tu forces, tu souffres. Il n'y a pas d'alternative. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Ouais, je sais pas pour toi, parce que moi, je parle avec pas mal de gars de sujets, parce que c'est à la mode. Enfin, pas forcément. Puis voilà, c'est intéressant que tu donnes ton point de vue, parce que toi, t'en fais depuis 1 an, je crois. Ouais, un peu plus, mais
En fait, ce qui est à la mode, c'est pas vraiment la souplesse, c'est plus le yoga, on va dire. Il y a une espèce Oui, exact. Ouais. Notamment avec Yoga for BJJ, qui cartonne pas mal. Et effectivement, c'est intéressant comme concept. Mais moi, j'ai entendu pas mal de gens dire qu'au contraire, pour s'améliorer en souplesse, il fallait toujours éviter d'être dans la douleur. D'accord. Il fallait prendre son temps. Peut-être que je revois ma manière de faire. Non, moi, je sais pas, parce que c'est peut-être aussi un peu utopique. Et puis, qu'est-ce que c'est que la douleur? C'est-à-dire que ça, c'est des questions de seuil, de perception. Bah, c'est ce que j'ai dit, c'est comment moi je le ressens. Mais... Ouais, parce que si je reste assis et que j'écarte pas les jambes et que je reste comme ça, je suis pas dans la douleur, mais je vais jamais progresser. Bah, moi, j'ai un objectif simple. Je recherche à faire le grand écart, ce que j'arrivais à faire avant. Ouais. Donc là, tu peux avoir de la souplesse en t'étirant sans chercher une performance spécifique. Mais moi, j'ai un objectif, par exemple. Et pour lequel j'ai quand même... j'arrive à progresser assez lentement, mais j'ai quand même gagné, on va dire, pendant 10 cm depuis que j'ai commencé à reprendre la souplesse, on va dire. Même si, ce que je remarque, et ça tu me confirmeras si c'est le cas pour toi, bon, je t'ai coupé, tu reprendras pas, désolé. Non, vas-y, j'ai fini. Ce que je veux dire, c'est qu'il me faut, on va dire, 3-4... c'est pas des séances, mais comment te dire, 3-4 séries où je force pour arriver au niveau à peu près auquel je suis. C'est-à-dire que, par exemple, je me rappelle quand j'étais petit, quand je faisais le grand écart, des fois je voulais me la raconter dans la récréation et je le faisais direct, sans échauffement. Bon, je me rappelle, j'avais un peu mal, mais en tout cas je le faisais direct. Mais ça, je pense que même si j'y arrive aujourd'hui à faire le grand écart, je pense que c'est un truc que je pourrais plus jamais faire. Parce que on n'a pas j'ai perdu cette souplesse que je pouvais avoir étant plus jeune. Alors ça, c'est mon expérience personnelle. Je pense que c'est le cas à peu près pour tout le monde. Il y en a peut-être qui sont plus souples, qui conservent plus de souplesse. Et je dis ça, mais je pense être quand même quelqu'un de très souple. Toi, moi, Maxime, pareil, on est quand même réputé souple dans le sport, enfin, du moins dans notre club en tout cas. Je pense que beaucoup de gens qui nous disent ah ouais mais vous êtes souple, vous arrivez à mettre les jambes derrière la tête, etc. Donc de base on est des gens, des gars assez souples. Malgré tout, malgré ça, je sais que j'arriverai pas à réacquérir la souplesse que j'avais jadis lorsque j'étais enfant. Il y a deux choses, il y a la souplesse en tant que telle, et il y a le fait que pour arriver à ton max, comme tu dis, tu as besoin en fait de plus d'échauffement qu'avant. Ouais, exactement. J'avais pas besoin d'un tel échauffement à l'époque en tout cas. Oui, c'est ça. C'est que je pense que quand tu prends de l'âge, tu as besoin de plus être échauffé. Ton corps a besoin de plus de préparation, que ce soit pour la force ou pour justement le stretching. Tu as ce temps de préparation qui augmente au fur et à mesure. Voilà, et donc je me suis dit, je vais faire ça, je vais tenter de faire le grand écart, mais j'en profiter aussi pour que ça soit bénéfique pour le jiu-jitsu brésilien, parce que faire le grand écart, je suis pas sûr que ça aide des masses. Ça doit aider, hein, forcément ça doit aider, mais c'est pas ce qui aide le plus. Ce qui aide beaucoup pour le jiu-jitsu brésilien, c'est la souplesse de chat, le fait de ramener les jambes derrière la tête, de pouvoir se faire beaucoup tasser, enfin la souplesse qu'un peu Michael Langui lorsque les gens essaient de lui passer la garde. Je sais pas si vous avez déjà vu les gens qui lui attrapent la ceinture, comme il a une super garde, les gens généralement galèrent contre lui, ses adversaires, et au bout d'un moment ils sont un peu vénères, ils commencent à prendre la ceinture, ils le lèvent, ils lui mettent les jambes derrière la tête, et lui on voit que là-dessus il est super souple, et d'autant qu'il a une bonne garde, il est très dur à remettre à genoux. Sachant que lorsqu'on met l'adversaire à genoux, on peut mettre des avantages, voire des points si on arrive à prendre le dos. Enfin, si on arrive à le faire comme une roulade arrière. Et lui, comme il est souple, il met les jambes derrière, il se fait pas remettre à genoux et il se fait pas passer la garde. Et ça, c'est quelque chose que je travaille, la souplesse. Par exemple, vous mettez sur le dos, vous gardez les jambes tendues, vous essayez de mettre les jambes le plus loin possible derrière en gardant les jambes tendues ou en les écartant au maximum si possible. Et ça, c'est une souplesse qui m'aide. Je l'ai remarqué, j'en fais depuis un mois, mais je l'ai remarqué lors de mes derniers entraînements. Donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, tu peux peut-être donner ton avis un peu là-dessus, parce que tu en fais plus que moi. Oui, est-ce que tu as vu une différence depuis que tu fais de la souplesse à l'entraînement ? Complètement. Sur quel mouvement par exemple ? Sur tout ce qui... Sur un peu tout en fait. C'est-à-dire que moi, quand je fais une séance, je fais très peu l'écart facial. Je le fais même plus, je crois, maintenant.
parce que c'est pas trop un mouvement qui m'intéresse. Par contre, je travaille beaucoup la Ouais, souplesse. c'est ce que je disais, ça aide pas des masses pour le jiu-jitsu brésilien. Non, je vois pas trop de positions dans lesquelles ça va vraiment m'aider. Je pense que ça aide toujours parce que ton corps peut faire plus que ce qu'il faisait avant. Ouais, bien sûr. C'est pour moi, je dirais, ça ne peut. C'est bénéfique forcément. Ouais, ça peut être que bénéfique. Mais je travaille surtout, comme tu dis, cette souplesse qu'a Michael Langui, par exemple, qui te permet de plier ton corps en deux, quoi. Celle où tu vas vraiment ramener le haut de ton corps avec le bassin en rétroversion vers les jambes. Cette souplesse-là. Et la Pour souplesse, tous ceux qui font de la garde, ça me paraît évident que c'est bénéfique de travailler cette souplesse. Je sais pas si. À haut niveau, c'est sûr qu'ils en font. Les Langui, tout ça, on sait qu'ils sont très souples. Cobrinha, enfin, il y en a plein. Hein. Mais je sais pas si, en France en tout cas, beaucoup de gens ont pris. Parmi les gens qui font de la garde, beaucoup de gens prennent le temps de le faire. Après, bon, c'est comme tout, on a un temps limité. Hein, mais... Non, mais je pense qu'avec justement avec la hype autour du yoga for BJJ, là, il y a pas mal de gars qui s'y mettent maintenant et je vois de plus en plus de gars travailler leur souplesse et du coup avoir des gardes plus efficaces. Ouais. Mais moi, ça ne m'aide pas plus que ça au niveau de la garde. Ça m'aide sur un peu tous les mouvements. C'est-à-dire que par exemple, tu lances un long step, tu vois. Si tu veux vraiment claquer la jambe et mettre un grand coup de hanche, bah, plus tu as d'amplitude, plus tu vas pouvoir lever la jambe, plus tu vas pouvoir mettre le gars dans le vent en fait. D'accord. Et ça m'aide sur tout un tas de passages où il y a une souplesse des genoux, tout ce qui est les coups d'essuie-glace, tout ça. Ça permet de surprendre l'adversaire et de l'accélérer et de le dépasser. Donc je pense que c'est bénéfique des défenses de X-guard, sur la X-guard, toutes ces positions où voilà, ton corps il est un peu sollicité en souplesse. Bah, du coup, tu es beaucoup plus stable, beaucoup moins en panique et du coup, tu peux te permettre d'être beaucoup plus offensif, etc. etc. Ouais. Donc, Parmi les trucs qu'on voit beaucoup de gars en jiu-jitsu brésilien, parmi les gars qui font de la souplesse, tu vois, t'es assis, t'as les jambes tendues et tu viens, en essayant de garder le dos droit au maximum, mettre la tête entre les genoux. Oui, voilà, tu vois, ça, typiquement le truc. Ça, c'est un truc que je travaille beaucoup. Ouais. Ou bien je me mets en tailleur et ça, faut que j'ai quelqu'un qui m'aide. Alors là, en vacances, je saoulais mon père pour qu'il vienne dessus parce que voilà, il est assez lourd, donc c'est bien, ça permet de bien s'assouplir. Et t'es en tailleur, tu t'attrapes les pieds, tu ramènes les talons le plus près possible des fesses et t'as quelqu'un qui te pousse sur les genoux. Lui, carrément, il me montait sur les genoux. Comme j'y arrive bien, ça c'est quelque chose que j'avais pas trop perdu, que je fais assez bien. J'arrive à mettre les deux genoux au sol en regardant ça. Et ça, bon, ça peut t'aider dans les contrôles, le fait d'être plus bas, voilà. Donc voilà, la souplesse, c'est quelque chose, je pense, c'est quelque chose qu'il va falloir travailler, continuer. Voilà. N'hésitez pas à vous assouplir, assoupissez-vous. Drop top Porsche, rollie on my wrist, diamonds up and down my chain. Cardi B straight stunning, can't tell me nothing. Bossed up and I changed the game. It's my big bronze boogie got all them girls shook. My big fat ass got all them boys cooked. We're from dollar bills, now we popping rubber bands. Bruno sang to me while I do my money dance like hey. Flexing on the gram like hey. Hit the Lil Jon, okay. Oh yeah, we dripping and finesse and getting paid. Ooh, don't we look good together? There's a reason why they watch all night long. Woo. Yeah, I know we'll turn heads forever. So tonight I'm gonna show you off. When I'm walking with you, I watch the whole room change. Baby, that's what you do. No, my baby don't play. Blaming all my confidence, I'm blaming all your measurements. Shut the shit down on sight. That's right. We out here dripping in finesse. It don't make no sense. Out here dripping in finesse. You know it, you know. We out here dripping in finesse. It don't make no sense. Out here dripping in finesse. You know it. Bon sinon justement l'actualité du jiu-jitsu brésilien c'est quoi? C'est le mondial hein, tout simplement qui arrive le week-end prochain. Écoute, t'as pu regarder un peu les catégories, t'as pu regarder. Qu'est-ce que t'attends quoi toi du mondial personnellement? Bah, il y a pas mal d'affiches sympathiques, hein. Donc j'ai parcouru les catégories, je vais vous faire un petit résumé de ce que j'ai vu, de ce qui me paraît être intéressant, des favoris, etc. Ouais.
Donc je vais commencer par les plus légers, catégorie Rooster. Donc c'est des catégories, bon, avec un énorme niveau bien sûr comme toutes les catégories, sauf que ça celle-là, va être dur de trouver une caté où il n'y a pas de niveau. Hein, tout à fait. La pas seule comme chaque différence, année. enfin pas la seule différence, mais c'est le nombre de participants. Et Rooster, Il y a vachement de monde, hein, c'est un j'ai regardé. extrême. Bah non, pas tant que ça. Il y en a 17. D'accord. C'est une des catégories la moins remplie. Avec, Non, je veux dire, dans les autres catés, de manière globale, il y a beaucoup de monde. Hein. il y a beaucoup de monde dans l'ensemble, mais c'est pas non plus ouf. Hein. La plus grosse catégorie, c'est Médio. Médio, ils sont plus de 40, il me semble. Ils sont 42, oui, mais c'est pas foufou non plus, quoi. Ouais. Donc Rooster, ils sont 17 à l'heure où on fait ce podcast. Bon, 7, ça fait quoi? 4 combats du coup? 17, oui, à peu près, ouais, c'est ça, 4 combats. Il y en a un qui en aura Il plus. y en a un qui en a 5. Ouais. Enfin, 2. Ouais, ou 2, ouais. Mais un pour qui ça s'arrêtera direct. Donc les deux gros noms qui sortent et qui a priori se retrouveront en finale seront donc Malfacine et Kayotera. Ouais. Donc je sais plus Comme combien d'hab, de on titres Malfacine a, mais je pense 8, qu'il un va truc comme exploser. ça, Il me semble que c'est 8, oui. Ouais. Donc il va encore exploser tous les records. Quelqu'un qui est relativement discret au vu de son palmarès, qui est hallucinant. Hein. Ouais. On n'en parle pas plus que ça, alors que c'est complètement ouf ce qu'il fait. À voir ce que Kayotera va donner. Ouais, c'est pas les KT qu'on regarde le plus. C'est triste à dire. Hein, mais... Ouais, non, mais c'est ça, je pense que... C'est vrai que lui, je pense qu'il a un des meilleurs palmarès, hein, Malfacine. Ouais, Malfacine, je pense. Bon, il n'y a pas les absolutes, et souvent, quand les gars font leur palmarès, ils incluent leur titre en absolute, et du coup, ça fausse un peu la donne. Mais oui, donc je pense qu'il y aura sûrement probablement une finale Malfacine-Terra. Et on n'a pas encore les brackets, c'est l'heure qu'il est, mais ils les mettront forcément dans un de chaque côté. Ouais. Voilà, sinon il y a peut-être d'autres personnes. Hein. J'avoue, je suis pas expert de tous les combattants, surtout dans ces catégories-là que je connais pas plus que ça, donc on sait jamais. Mais bon, je pense pas trop me tromper en me disant que ce sera Malfacine-Terra en finale. D'accord. Light Feather, donc là, encore une fois, si ça se reproduit comme l'année dernière, ça sera sûrement du Harry Farias, Moussou Messi en face. Ouais. Donc Moussou Messi qui est complètement hallucinant, mais Harry Farias très très fort aussi, qui a fait un gros combat récemment à l'ACB, la nouvelle fédération gérée par les Tchétchènes, qui fait vraiment du bon boulot avec des vidéos YouTube intégrales en direct gratuites. Puis l'année dernière, il a fait un truc pas mal, Harry Farias. Il revenait depuis. Ça faisait un moment qu'il n'avait pas fait de. Ouais, mais il a fait kimono, deuxième. Mais, ouais, il a fait deuxième et bon, c'est un Contre peu Moussou énervé. Messi. Contre Moussou Messi. Il s'est un peu énervé parce Oui. que c'est pas le jeu qu'il aime faire lui. Oui, c'est ce qu'il disait, qu'en face ça jouait les avantages et tout, mais je crois pas que c'était vraiment aux avantages que Moussou Messi essayait de régler le truc. Hein. Il me semble même qu'il a vu une clé de cheville dans l'axe qui était assez violente. Sachant elle avait l'air de faire mal. Il a des clés de cheville très 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 dangereuses, Moussou Messi. Hein. Donc voilà, après il y a Yago aussi qui sera là, qui est vraiment fort, mais je pense que ça sera sûrement Harry Farias, Moussou Messi. Ok. Ensuite, Feather, alors là c'est une catégorie très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'il n'y aura pas Cobrinha. Donc ça laisse la porte ouverte. Ni Mendes du coup. Ouais. Donc là c'est ouvert. Donc il y a différents noms qui sortent. Donc le numéro 2, Léo Sagiro Cascar, le numéro 2 de l'année dernière qui recombattra là. Marcio André très 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 fort. Gianni Grippo aussi, donc l'américain qui a bien progressé. Jamie Hill, donc de Lloyd Irvine, qui avait perdu. L'année dernière, il avait fait super bien combattu contre Cobrinha. Hein. Ça, c'était limite d'ailleurs. Hein. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui disaient qu'il avait gagné. Hein. Ouais, exactement. Donc lui, gros potentiel. Donc, il y a AJ aussi, hein, il me semble. Oui, AJ, qui est descendu. Mine de rien, il a fait deuxième à Abu Dhabi. Hein. Ouais. AJ, il n'est fort. pas à prendre mais non plus trop à la légère. Bah, il a 5 ans en dessous, mais bon. 5 ans en dessous, c'est comme Doderlin, Isaac, qui a fait un bon combat aussi également sur un des derniers ACB en battant Augusto Mendes. Ils peuvent faire un podium, hein, toutes ces personnes-là. Tout cela, c'est des chances de podium potentielles. Bon, je sais pas après qui gagnera. Peut-être Marcio André, bien que j'avoue que... Il a été assez décevant cette année, je trouve. C'est ça. C'est-à-dire qu'il était parti en flèche. Il avait réussi à passer la garde de Cobrinha.
Bon, Cobrinha avait un énorme bandage sur l'œil. Hein, il était, Ouais, il peut-être, avait l'air un peu diminué. Hein. Ouais. Puis à la fin Mais bon. du combat, Cobrinha revenait bien, il me semble. Mais toujours est-il que voilà, c'est quelqu'un qui a des passages de garde de ouf. Donc, Il a vraiment un super jeu, mais on attend de lui encore qu'il arrive à vraiment concrétiser le niveau qu'on estime qu'il a. Quoi. oui. Parce Puis, qu'il n'arrive pas non plus. Il fait souvent des contre-performances, surtout quand il combat au Berkut, là, on voit souvent qu'il a Ouais. du mal. Hein. Bon, après, c'est un système de règles un peu différent. En oui, tout cas, de puis rôle. il combat souvent dans une catégorie qui n'est pas la sienne. C'est-à-dire qu'il Ouais. il a perdu contre les prix, il a perdu contre Langui. Tout ça, c'est des levées naturelles, des lights. Lui, Il combat n'a en pas le freezer. même physique, pour l'avoir vu torse nu, entre guillemets. Ouais. Il n'a pas le même physique que les autres. Hein. Non, On dirait non. que... Il n'a pas un physique de light. Non, Il est- non, c'est non. un feather. Mais il combat souvent en light. Bon, c'est une stratégie. Donc, à voir. Moi, il m'a pas super impressionné contre Langui. J'étais curieux de voir ce combat-là à la CB là. Et bon, Langui a vraiment assuré parce que Langui, c'est pareil. Langui, j'en reparlerai tout à l'heure, mais il est plus dans son époque vraiment où il est en Ah non, il a ultra plus de domination. 30 ans, Langui, maintenant. Il a plus de 30 ans, puis surtout il était champion du monde en, c'est quoi, 2009, 2010, Ouais, c'est ça, ces c'est- années-là où là ouais. il était imbattable. Il est plus vraiment dans ces phases-là. Maintenant, Ouais, il était resté 2 ans sans perdre, sans se combat. prendre 2 points, je crois. Ouais. Ouais, il avait vraiment une super période à Ouais. cette époque-là. Donc voilà, donc ça c'est pour Feather. Donc comme on parlait de Langui, donc Langui catégorie light. Alors là par contre la catégorie light, là ça rigole pas. Là pour moi, bon c'est une caté qu'on connaît bien puisque c'est celle dans laquelle on combattait. Donc il y a pas mal de gars qu'on a combattus ou connus, mais même au-delà de ça, il y a vraiment un niveau de ouf. Hein. Je vais citer quelques noms, je vais faire un peu de name dropping, ça va peut-être être un peu saoulant, mais elle est tellement ouf que je peux pas faire autrement. Donc JT qui sera là en light, JT très fort, hein, qui a gagné à DCC en battant les prix, qui sera là de retour. Les prix, bon, pas la peine de le présenter. Najmi qui sera là, Langui également, Espen, Johnny Lorero, Johnny Tama, Yann Cabral qui descend en lévé, Michael Liera. Gabriel Rollo aussi, donc, qui avait déjà battu Langui, Renato Canuto, Ouais, il y Marcelo avait Mafra, vraiment blindé la catégorie. Sinistro, Pedro Ramalho. Donc Pedro Ramalho, intéressant, un des meilleurs européens je pense. Hein, ouais, dans la portugais caté, ouais. qui va arriver. Donc lui et Cabanes, il est Espen, là oui, aussi, si, ouais, il y il a est aussi. Ouais. Ah, c'est les 2 meilleurs européens, je pense. Je mettrais plus Espen et Ah oui, c'est Ramalho vrai, ouais, et exact. Cabanes un ton en Ouais, dessous. exact. Jacob Mackenzie aussi qui sera là, donc Très qui fort avait aussi. fait une Le Canadien, ouais, belle très perf, fort. qui a fait une belle perf l'année dernière en perdant en finale contre les prix, si mes souvenirs sont Ah, bons. il était en finale, je me rappelle plus. Ouais, tiens. si, il avait bien tenu d'ailleurs. Jack avec Mackenzie, sa- il était en avec sa- finale, avec sa d'accord. deep là, il avait bien gêné. J'avais Deep, combattu. Je m'étais retrouvé contre lui il y a quelques années. Ouais, effectivement, il est vraiment très très fort. Ouais, très très fort. Il a un jeu, il a un jeu assez spécifique. Hein. Il fait beaucoup de deep half guard et il a des contrôles vraiment vraiment forts. Il y en a Tu un que avais moi, combattu avec Celso aussi. Hein. j'avais combattu avec Celso et j'ai vu qu'il était qui aussi. sera là Celso aussi. Vinicius, Celso ouais. Vinicius, donc champion du monde de la catégorie en À DCC, je crois qu'il a fait 3ème là. Hein. Je Ouais, crois qu'il il a bien perd combattu. contre JT Torres, mais pas de grand mais chose. champion du monde de la KT en 2007, je crois. Ouais, Avant il a- Langui, en il fait. a gagné une fois ou deux. Ouais, Avant je sais plus. Langui, c'était Celso en fait. C'est un vieux de la vieille, mais il est encore bon. Hein. Il est encore bon. C'est un vrai rat d'égout lui. Hein. Il a pas un jiu-jitsu très beau, il fait aussi beaucoup de deep, il se relève fort, très explosif, très Moi, il y en dur. a un que j'attends, que tu n'as pas cité. D'ailleurs, tu le connais bien, vu que tu t'es retrouvé contre lui. Ça devait être il y a 2-3 ans, hein, à Lisbonne, championnat d'Europe. Ouais, ouais. C'est Masahiro Iwasaki, le japonais de chez Carpe Diem. Il n'est pas très connu encore. Pourtant, il a battu un certain nombre de gars hyper connus. Hein. Il a battu Edwin Najmi, il a battu Renato Canuto, il a battu Gilbert Durigno. Ça, c'était juste en 2018, hein, pour dire. Il est vraiment très 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 fort. Alors, c'est un peu étonnant pour un japonais, mais il a une base de lutte très forte. Il a un jeu en demi-garde assez costaud également. Et puis surtout, tu le sais mieux que moi, mais il a des bases très très solides au-dessus. Et pour le renverser, c'est une grosse galère. Oui, le renverser, c'est une énorme galère. Et le soumettre aussi, c'est une énorme galère. C'est-à-dire que tu peux l'avoir en triangle, tu as l'impression que tu n'y arriveras pas, quoi. Ouais, il t'avait renversé en demi-garde au début, vu que c'est Ouais, son jeu. moi, dès le début, il m'avait renversé, en fait. Dès les 30 premières secondes, il s'était mis en
en deep. J'avais commencé à attaquer le bras. Il avait ponté, il m'avait vraiment envoyé en l'air. J'avais vraiment senti une grosse explosivité. Et du coup, j'ai vite été mené 2-0. Mais bon, j'étais assez confiant dans ma garde et je pensais qu'en 9 minutes 30, quand même, j'arriverais à au minimum reprendre ces 2 points. Mais il a un jiu-jitsu très bizarre, vraiment atypique. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il a réussi à battre des grands noms. Pour battre Najmi l'année dernière, à un moment où Najmi était très très chaud, c'est vraiment qu'il a quelque chose aussi de différent, quoi. C'est aussi quelqu'un qui a un des seuls qui avait perdu, je crois qui avait perdu que aux avantages contre les prix au dernier mondial. Hein. Ouais, il a perdu d'un avantage contre Langui aussi au dernier championnat d'Europe. Donc c'est quelqu'un qui... Langui que tu as combattu aussi. Hein, Langui, ouais, on l'a tous combattu, toi aussi, fais pas le moi et Maxime 2 fois d'ailleurs. Ouais. C'est lui qui nous a combattu. Jack McKenzie qu'on a combattu également sur la carte et Celso Vinicius. Ouais. Donc, c'est les 4 qu'on a déjà affrontés. Ouais. Bon, donc du coup, ton avis sur la KT ? Bah, je pense... Donc déjà, elle est complètement dingue, hein, la KT. Là, il y a 35 personnes, dont tous ces noms-là, c'est vraiment un niveau de dingue. Hein. Je pense les prix. Moi, je vois pas JT battre les prix. JT peut battre les prix en Nogi. En Nogi, les prix, là, il avait déjà été battu par David Ramos. Les prix en Nogi, c'est pas les prix en Gui. Hein. Mais les prix en Gui, c'est les stratosphériques. Il commence à prendre de l'âge, donc je sais pas s'il tient encore le coup, mais bon, là, on l'a pas encore vu faillir. Et surtout, ce gars est ultra complet, quoi. C'est dur à définir quel jeu il a, tellement il est complet. Il travaille aussi bien en dessous qu'au-dessus. Pour en regarder un peu ses instructionnels, il est vraiment très très technique, très appliqué, très réfléchi dans toutes les positions. Il a plusieurs alternatives, plusieurs combinaisons. Moi j'aime bien parce que c'est vraiment pour moi le prototype du mec qui a réponse à tout, quoi. Ouais. Et je trouve vraiment que c'est un des plus complets qu'il puisse y avoir dans toute la KT, toutes les KT en fait. Très complet, ouais. Donc moi aussi je pense que bon, ça sera les points premiers. premiers. Après sur le podium, ça va beaucoup dépendre des brackets parce que là il y a tellement de têtes peuvent tous l'être, que va y avoir des confrontations fortes dès le départ en fait. Donc là tout est un peu possible, ça dépendra beaucoup des brackets. Voilà, sinon ensuite Medio KT aussi énorme, c'est la KT la plus remplie, donc 42, avec notamment Gabriel Arges, donc voilà. Ouais, c'est le favori. Favori. Tinoco, Iago de Souza, Isaac Bayenze, Otavio Souza, mais bon, Otavio Souza, là franchement au dernier ACB contre Bayenze c'était assez sévère. Ouais, il a pris cher. Tommy Langaker aussi, un autre Européen très fort aussi, très très fort, on sait jamais qui pourrait créer la surprise. Bon, voilà, Gabriel Arges pour moi, sur cette catégorie, on verra, mais à noter qu'il y aura 2 Français, Thomas Mitz et Kenji. Donc voilà, bonne chance à eux. Voilà. Je pense que c'est les 2 seuls Français que j'ai vus sur la liste de ceux sachant qu'ils sont inscrits. qualifiés, donc c'est quand même pas mal. C'est pas comme les années, là, ça fait déjà 2 ans il me semble. Mais auparavant, c'était ouvert entre guillemets à tout le monde, enfin tous ceux qui sont licenciés et IBJJF. Donc voilà. Là, c'est des vraies qualifications, donc voilà, bonne chance les gars. Ouais. Meio Pesado, donc Rodson Mateus, donc très 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 fort. Lui il est assez, on l'a découvert assez récemment, mais effectivement il avait battu ACB d'ailleurs, Brolio Estima. Il a un jeu assez classique, hein. Il fait pas des trucs de dingue. Je sais qu'il a un très bon juji à la volée. Il est très agressif. Il en a mis plein. Ouais. Il paraît calme comme ça, mais il peut d'un coup. Pour l'instant, là il vient de gagner les Brasileiros, je crois. Hein. Oui. Mais bon, au championnat d'Europe, il a perdu au premier tour, il me semble. Voilà, il est pas encore, on va dire qu'il est pas, il est encore très jeune. Hein. Je crois que c'est un élève à Caillotera, il me semble. Ouais, très jeune. Il est très très jeune, mais je pense que lui, à mon avis, il a un énorme potentiel. Dans sa manière de combattre, dans sa manière de. Il m'avait impressionné contre Brolio, il paraissait infatigable. Quand il accélère, il est impressionnant. Ouais. Moi, je pense que lui, ce sera peut-être pas cette année, mais on va bientôt en entendre parler. Bon, peut-être je me trompe, hein, mais je mise quand même pas mal sur lui. Moi, je verrais bien une finale, lui contre Lucas Barbosa, donc de Atos San Diego. Il a perdu contre lui d'ailleurs il n'y a pas très longtemps. Ouais, parce que lui Sylvain, aussi, un gars du club, m'avait montré ça. Il avait perdu 2-0.
Donc les deux là sont vraiment vraiment très chauds. À noter la présence de DJ Jackson, Charles Negromonte, très fort aussi. Alors lui, j'ai un ami, Julien, excusez-moi, Marc, mon ami Marc, ceinture noire de Gracie Barra, qui s'est beaucoup entraîné avec lui, qui a pris pas mal de cours particuliers, il m'en parlait depuis des années. Et là, on a commencé à le voir récemment. Là. Il a eu quelques bons résultats là, dernièrement. Il a battu André Galvao il n'y a pas très longtemps, Jamie Canuto. Il est vraiment très 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 fort. Il vient de la Gracie Barra chez Roger Gracie. Il a battu Sébastien Leclerc aussi. Ouais, que tu connais bien. C'est quelqu'un qui n'est pas encore très connu, mais qui, à mon avis, pareil, pourrait en quelque temps faire mal. Super fort, effectivement. Et, Ils sont 25 dans la KT1, c'est ça? 25, ouais. Et également Murilo Santana, donc lui aussi qui commence à être bien âgé maintenant. Je pense qu'il doit approcher de la quarantaine. Qui est réputé très très fort, du moins tous les gens qui ont eu l'occasion de s'entraîner avec lui en club disent vraiment qu'il est très 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 fort. Après en compète, il est très fort quand même, mais il n'a jamais fait des trucs de dingue non plus. Mais apparemment c'est quelqu'un qui est vraiment très très bon à l'entraînement en tout cas. Ouais. Donc ensuite, catégorie pesado. Alors là, catégorie pesado, pour l'instant ils sont 20. La grosse question, c'est est-ce que Keenan va enfin réussir à avoir son premier titre mondial en noir, sachant que là, il est sur une très très bonne lancée. En face, il va y avoir Preguiça, Felipe Pena, qui avait gagné, je crois, l'année dernière, dont le titre avait été retiré pour dopage, il me semble. Ouais. Je ne sais plus si le titre avait été retiré ou pas, mais en tout cas, il avait été inquiété sur les histoires de dopage. Donc, voilà. C'est quand même le favori, Pena, à mon avis. Enfin, là, je sais pas. Là, après, entre Pena et Keenan, je sais pas, parce que Keenan a fait une année de dingue, je crois. Ouais, c'est vrai. Vraiment, Pena aussi. Il a gagné. Je sais pas, c'était quand d'ailleurs, DCC, c'était 2017 peut-être. Ouais, il gagne KT absolute, il me semble. Ouais, il est vraiment très très fort aussi. Ouais, mais enfin, on sait qu'en kimono, il est. Keenan, à l'Europe, il était extraordinaire. Quoi. Il y a Tim Spriggs aussi, dont tu n'as pas parlé, qui. D'ailleurs, il s'est entraîné avec Keenan lorsqu'ils étaient tous les deux chez Lloyd Irvine. Lui, il est resté encore. Mine de rien, il a un jeu assez physique, mais il peut quand même faire des trucs. Il a déjà battu Keenan d'ailleurs. Pas la dernière fois en tout cas. Pas la dernière fois, non. La dernière fois, il a bien perdu. Mais oui, tout est possible. Voilà, il n'est pas non plus à exclure totalement. Non. Il sera peut-être sur le podium. Il est un ton en dessous quand même, je dirais. Ouais, mais sur le podium, effectivement, c'est possible. Sinon, Patrick Gaudio aussi, très puissant aussi, qui peut être dangereux. Adam Wardecki. Ouais, qui est très fort aussi. Un des meilleurs Européens aussi. Bon, Keenan l'a bien battu aussi au championnat d'Europe, il me semble. C'était étonnant de le voir le dominer à ce point-là. Je pensais que Keenan allait être au-dessus, mais à ce point-là, je l'aurais pas dit quand même. Et Shanji aussi Ribeiro qui sera là. Donc, ça fait plaisir, parce que lui, il est là depuis très longtemps. Il a gagné encore il y a 2 ans, je crois. Je sais plus. Il a gagné le mondial récemment, il me semble, il y a 2 ou 3 ans. Oui, mais c'était dans une KT qui était. Mais enfin quand même. C'est vraiment un ancien. Il doit avoir 37-38 ans. Ouais, effectivement. Ensuite, Super Pesado. Donc là, ça va être le clash potentiel. Hébert Santos, je crois pas qu'il fasse le mondial en fait. Ah bon? Il n'est pas sur la liste là encore? Non, il n'est pas sur la liste. Je crois pas qu'il le fasse. Je sais pas, Hébert Santos, il a fait une année en dents de scie. Je crois que son cerveau est en dents de scie parce que c'est bizarre. Il y a un truc qui va pas, qui cloche un peu chez lui. Qu'est-ce qu'il a gagné récemment un truc d'ailleurs je crois qu'il a gagné son dernier combat à Abu Dhabi. Il a gagné à Abu Dhabi, non? C'est ça? Non, à CB. Non, quand je dis Abu Dhabi, je parle pas de. Ah oui, Abu Dhabi Pro. Ouais, voilà, World Pro. Oui, voilà, il avait gagné Abu Dhabi World Pro, mais il avait perdu justement contre Adam aussi, je crois. Ouais, ça c'est bien. Ouais. Il gagnait, je crois, le premier round. Il perd à Lisbonne contre Tommy Langaker. Ouais, il est très inconsistant. En absolu, refuse de se présenter à sa KT le lendemain. Il est particulier, il a un caractère, ce personnage. Ouais, non, il est un peu bizarre. Ouais. Donc, potentiellement, la revanche, Leandro Meregali. Et puis en joker, Gutenberg et Mohamed Ali qui seront là. Donc à voir ce que ça donne. Leandro Meregali, ça va être très intéressant. Moi, je pense pas que Meregali va refaire ce qu'il a fait. Parce que je pense qu'il a réussi à le battre l'année dernière.
mais Leandrolo était exténué. Il avait fait des combats titanesques juste avant. Donc je pense que moi personnellement je vois pas Meregali le rebattre. Mais bon, tout est possible. Hein. Meregali a été très très dominateur au Brazilian Nationals. Donc Ouais, c'est impressionnant ce qu'il a fait. Hein. c'est la seule compétition qu'il a faite. Ça faisait un moment qu'il était blessé. Non, La seule c'est ça compétition qu'il ait faite cette année, donc il est revenu en force, voilà. Ouais. Mais bon, on verra ce que ça donne. Ok. Une affiche très intéressante. Ensuite, Ultra Pesado, donc Bouchécha. Bouchécha, Là, je pense qu'à part Bouchécha, Il n'y a même pas de sujet. je vois pas. A priori. Et puis voilà, après, il y aura l'absolute, hein, on verra, tout est possible là, avec tout ce qu'on a cité. Catégorie filles, désolé, moi je suis pas des Ouais, masses. moi non plus, je m'y connais pas assez, donc je préfère pas dire. Bon, désolé, hein, Ouais. certains vont S'il y a penser une que. fille qui nous écoute, Voilà, désolé. désolé. Mec. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'actualité numéro 1. Donc, en ce Ok. moment. Bon, bah écoute, Quoi d'autre on était un peu obligé de parler du mondial, hein, même si nous, on en fait depuis très longtemps. Moi, j'ai jamais regardé à mort non plus le mondial. Je sais qu'il y en a qui regardent tous les combats, qui connaissent tous les combattants, qui regardent même les ceintures marron, les ceintures violettes, etc. C'est vrai que moi, j'ai tendance à m'emmerder souvent hein, quand je regarde. Ça fait des années, quand il y a le mondial ou à DCC, je regarde. Hein. Mais souvent à DCC j'ai des souvenirs de me coucher à 4h du matin, de regarder pendant 2 jours non-stop. Et au final on passe beaucoup de temps à se faire chier quand même. Je sais pas ce que t'en penses. Non, mais pareil, hein, j'aime bien regarder les combats en accéléré, voir dès qu'il y a des points. Et le pire, c'est que souvent les finales se jouent à pas grand chose. Bon, c'est sûr que s'il y a un Leandrolo Meregali, par exemple, là j'aimerais regarder. Mais de là, prendre un abonnement Flow Grappling, parce que c'est ce sur quoi ça sera diffusé, hein, Flow Grappling, je sais pas encore. Mais bon, il est possible que je craque quand même. Pour Ouais, mais un petit mois j'incite chez quand Flow même tout le Grappling. monde, tous les passionnés, je vous incite quand même à regarder. Parce que vous allez voir ce qui se fait de mieux en termes de technique, ce qui est à la mode entre guillemets. On sait que le jiu-jitsu aujourd'hui c'est une histoire de mode. On parlait de Keenan tout à l'heure, mais ce gars, il a, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a quand même révolutionné le jeu. Il y a énormément, moi je m'entraîne quand même dans pas mal d'endroits, et partout où je vais maintenant, il y a un mec qui fait du lapel. Et tu peux être sûr que ce mec-là, il connaît Keenan, et il a regardé ses combats. Et c'est partout pareil, que tu ailles au Japon, aux États-Unis, au Brésil, n'importe où, les mecs ont adopté le jeu moderne, entre guillemets. Pas tous, hein, mais t'en as au moins, voilà, on va dire, un bon, j'aurais du mal à donner des stats, mais tu auras des personnes dans le club, forcément n'importe quel club, qui ont adopté ce truc-là. On en verra justement, c'est peut-être via Internet notamment, c'est peut-être une thématique qu'on abordera tout à l'heure. Moi je voulais en venir, puisqu'on est... j'allais reprendre sur le mondial. Moi je suivais énormément à une époque lointaine. Je vais passer pour un vieux con en disant ça, mais j'étais plus fan, on va dire, de l'époque des Jacare, des Roger Gracie, etc. Où je sentais vraiment qu'il y avait... Enfin, c'est dur à expliquer, hein, mais aujourd'hui, il y a quelque chose de... Le niveau est meilleur, hein, ça, il n'y a pas à dire. Bon, même si on a vu que quand Roger Gracie a combattu, on a vu qu'il avait réussi à battre Bouchécha. Néanmoins, globalement, le niveau est quand même bien meilleur aujourd'hui. Qu'on aime ou pas le berimbolo, le lapel, etc., voilà, ils nous ont montré que ça fonctionnait et que c'était mieux que ce qu'on faisait avant. Je ne sais pas si forcément mieux, mais en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui a fait évoluer le sport en bien. En termes d'efficacité, je parle. Du coup, moi, je préférais à l'époque où j'avais l'impression qu'il y avait plus de personnalité dans les combattants. J'arrive pas à retrouver l'équivalent d'un Jacare aujourd'hui. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, c'est vrai. Ou même d'un Roger Gracie ou même d'un Marcelo Garcia, c'est marrant, mais aujourd'hui, ils se ressemblent tous pour moi, je trouve, les combattants. On voit, ils cherchent tous à faire du lapel ou du berimbolo. Bon, enfin, t'as quand même un gars comme Keenan qui sort un peu du lot. Ouais, bien sûr. Non, mais c'est peut-être un avis personnel, peut-être que j'ai vieilli, que je deviens con. Hein. Je dis pas que j'ai forcément raison, mais en tout cas, ça me fait cet effet. Et du coup, j'en viens à mon sujet que je voulais aborder. C'est qu'à une époque, j'étais très très fan également de MMA. J'ai presque arrêté. Je suis encore les gros combats, certains combattants à l'UFC, etc. Mais à l'époque, par exemple, je parle de l'époque du Pride notamment, je regardais tous les événements. Pride Bushido, je regardais, je suivais les annonces, je lisais les news tous les jours.
J'allais sur les sites japonais pour savoir. Parce que là, je retrouvais. Et je fais un parallèle avec le jiu-jitsu parce que ça évolue un peu de la même manière selon moi. Maintenant, quand je vois les combattants de MMA, j'ai l'impression, à quelques, bien sûr, il y a toujours des exceptions, hein, mais j'ai l'impression qu'ils se ressemblent tous. Et ils sont tous très forts, ils sont tous très complets, ils ont tous de la boxe, ils ont tous une lutte, ils ont tous du jiu-jitsu. Mais à l'époque, je trouvais qu'il y avait des personnalités et des mecs vraiment. Il y en a, ils me faisaient peur. Voilà, la shoot et box à l'époque, les mecs, Tu rigolais pas. je me disais c'était des dingues. Je les croise dans la rue, ils vont me défoncer la gueule. Et aujourd'hui, les mecs de jiu-jitsu, ils me font plus peur. Et même les mecs de MMA, ils me font plus peur. J'ai l'impression que c'est des jeunes, je sais pas comment dire, mais voilà, je retrouve pas ce que j'avais, ce que je ressentais à l'époque. Du coup, je me suis quand même remis un peu à regarder le MMA dernièrement. J'ai regardé quelques combats, puis j'ai regardé naturellement, comme je viens du jiu-jitsu brésilien, j'ai regardé les mecs de jiu-jitsu. J'ai regardé notamment les combats de. Alors il y avait Vitor Belfort, bon, même si je sais pas si on peut l'assimiler vraiment au jiu-jitsu brésilien. Ouais. Il vient du jiu-jitsu, il vient de chez Carlson Gracie. On l'a fait. Il en a fait, il a commencé très jeune le MMA, je crois qu'il avait gagné la ceinture de l'UFC à 19 ans. Enfin, je me rappelle de son combat contre Tankabot ou contre Vanderlei Silva avant qu'il soit connu. D'ailleurs, à la suite de ce combat, il avait été soulevé par toute la clique et ils criaient tous Jiu-Jitsu. Voilà, des trucs qu'on voit plus aujourd'hui. Parce ils sont tous ceinture noire ou sont tous très forts au sol, de toute façon. Il n'y a même plus sujet là-dessus. Mais à l'époque, il y avait vraiment, ça représentait vraiment des écoles. Et les mecs de chez Carlson, qui étaient très présents, enfin anciennement de chez Carlson, par exemple les gars de la BTT, quand ils affrontaient la shoot et box, il y avait vraiment une rivalité. J'arrive pas à retrouver une telle rivalité aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui me faisait regarder. Par exemple, j'ai des souvenirs des annonces avant les combats. Bon, aujourd'hui, c'est puissance 1000. Hein. On a des Conor McGregor, c'est leur fonds de commerce. Ils vivent quasiment qu'à travers le buzz qu'ils créent autour de leur combat. Ils sont très forts, hein, je dis pas le contraire. Mais à l'époque, je me rappelle quand j'entendais Murilo Rua, Ninja pour ceux qui connaissent, le frère de Shogun, ouais. Qui disait qu'il allait amener excusez-moi, j'ai un trou de mémoire qui disait qu'il allait amener Ricardo Arona de la BTT à l'hôpital. J'y croyais vraiment à l'époque. Aujourd'hui, quand j'entends Conor McGregor, ouais, je vais te couper en deux, je vais jeter tes membres à la mer, etc. Enfin, j'y crois pas une seconde. Je sais qu'il est dans le show, etc. Je pense qu'à l'époque, déjà, il gagnait beaucoup moins d'argent. Je veux pas dire de conneries, mais je sais pas d'ailleurs si ça avait été publié, les montants qu'il gagnait au Pride, mais ça devait être ridicule avec ce qu'il gagne aujourd'hui. Je sais même qu'il y a des mecs des fois qui n'étaient pas payés ou payés en retard, etc. Il y a eu plein de problèmes là-dessus. Ça devait être ridicule. Les mecs, quand même, c'est l'époque où il y avait des stompes. Aujourd'hui, il y a les coudes à l'UFC, donc il y a ils s'ouvrent beaucoup sur les tempes, etc. Mais à l'époque, il y avait les stompes, et les stompes, pour ceux qui savent, c'est ce qu'on appelait les soccer kicks, les coups de pied au visage de mecs allongés. Vous regarderez un peu quelques highlights de l'époque du Pride, c'était ultra dangereux quand même. T'as encore en réalisé ça. Et je me rappelle que Cyril Diabaté, qui avait combattu, justement, lui avait combattu Shogun. Le combat avait terminé par des stompes et des soccer kicks. Il avait dit que ça faisait super mal. Ça m'avait marqué. Parce que généralement, on n'entend pas les mecs dire que ces coups-là font mal quoi, quand ils sortent du combat. Du coup, c'était des mecs qui gagnaient pas grand-chose, qui représentaient vraiment leur école, leur style, et qui, je pense, étaient beaucoup moins paradoxalement dans le show qu'aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose où vous regarderez les Sterdon, mais justement les combats d'Arona ou de Paulo Filho contre les mecs shoot et box contre BTT. On sentait vraiment il y avait quelque chose, une rivalité, mais très 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 forte. Ou Shungo Oyama contre. Ouais, voilà, exactement. Shungo Oyama, Ryan Gracie. Ça, c'est un combat que je vous recommande. Faut connaître l'historique en fait, parce que Shungo Oyama avait combattu Renzo Gracie et il avait fait de l'anti-jeu pendant tout le combat. Renzo Gracie qui est quand même connu pour être quelqu'un qui a un très bon esprit. Il a fait toute proportion gardée. Ouais, toute proportion gardée, parce que je me rappelle de combats où il s'énervait un peu quand même. Mais celui-là déjà. Ouais. Ou même son combat avec Frank Shamrock, c'était un peu limite. J'ai quelques doutes sur le fait qu'il avait vraiment mal, mais bon, ça c'est que mon avis personnel.
Bon, en tout cas, beaucoup de gens disent qu'il a un bon esprit. Je pense que globalement, il a un bon esprit en tout cas. Bah là, contre Shungo Oyama, comme Shungo Oyama faisait de l'anti-jeu, au bout d'un moment, il s'est énervé, il s'est mis à lui cracher dessus pendant le combat. Je me rappelle l'insulter, etc. Pas l'insulter à ça, niveau bon esprit, on est un petit peu à la limite du concept. Hein. Ouais, on a la limite. Mais cracher sur l'adversaire, c'est bon. Il était vraiment vénère du coup. Et il a perdu ce combat. Et Shungo Oyama, qui était réputé quand même comme étant un mec assez moyen, il était, voilà, très loin d'être quelqu'un de fort. Et il avait battu Renzo Gracie, donc il s'était fait un nom. Ryan Gracie, qui était un peu le frère de Renzo Gracie, qui était un peu un ouf, voulait absolument l'affronter. Bon, il y avait lui et Sakuraba et Yoshida notamment. Yoshida qui avait gagné un combat complètement pipeau contre Renzo Gracie, où il a essayé de faire croire à l'arbitre qu'il avait tapé alors que c'était pas du tout le cas. Du coup, il y avait une rivalité de dingue, là aussi, entre certains combattants japonais et Ryan Gracie. Et Ryan Gracie, c'est un mec, il est pas net. Clairement, il était pas net. Ouais, il était pas net, parce qu'il est décédé. Paix à son âme. Je pense qu'il prenait des produits. Bon, j'en ai pas la preuve absolue, mais il y a une vidéo qui tourne, je crois. Ouais, il y a une vidéo qui tourne, mais sinon, j'aurais quand même parié cher sur le fait qu'il prenait des produits. Le dopage et le pride, ça sera un sujet aussi. Ouais, voilà. On évoquera peut-être lors d'un prochain BJJ Corner. Exactement. Peut-être même encore maintenant d'ailleurs. Du coup, ce combat, il y a une rivalité, une hargne. Le combat commence et on sent Ryan Gracie, il a envie de le tuer, quoi. Le combat, il l'attend même pas. Il rentre dans les jambes. Il aurait eu un mec fort en pied-point, il serait pris un coup de genou dans la gueule direct. Là, en l'occurrence, Shungo Oyama, il était fort pour faire de l'anti-jeu. C'était un judoka, donc il était assez fort debout. J'ai regardé il n'y a pas longtemps ce combat. Et il le fout au sol. Il lui met un bayana, donc un double leg. Il le fout au sol. Il le contrôle. L'autre ponte comme un dingue. Il le vire. Il essaye de lui faire du grand and pound en lui mettant des droites dans la gueule, on va dire. Et il s'y prend n'importe comment. Il fait pas attention. Et Ryan Gracie, qui est quand même assez fort au sol, lui place une clé de bras dans la garde, un jujigatame, quoi. Sauf que il en a rien à foutre que l'autre tape. Mais l'autre ne tape pas de toute façon. Mais il en aurait eu rien à foutre, même s'il avait tapé, ça c'est sûr. Il lui pète le bras, et après il lui met un coup de talon dans la gueule, et après il vient se foutre de sa gueule. Donc ça c'est des trucs assez extraordinaires. Et là, il n'y a pas de bluff, il n'y a pas de show, on n'est pas dans Conor McGregor contre Ned Diaz ou contre Khabib, on n'est pas dans ce délire-là. Là, c'est vraiment, les mecs sont vénères. Et voilà, c'est des choses qu'on retrouve pas aujourd'hui. Et en plus, au Pride, il y avait silence complet. C'est pas comme l'UFC, ça gueule tout le temps, les mecs ils veulent que ça se tape sur la gueule. Là, c'était silence complet. Et dès qu'il y avait une action de dingue, les gens faisaient genre comme ça, et on entendait toute la salle faire ça. Il y avait une ambiance, c'est incomparable avec pour moi l'UFC. Bon, je préfère largement le Pride, vous l'avez compris. Et encore, je sais pas, il y a plein de choses qu'on pourrait évoquer, mais les vidéos de présentation, comment ils faisaient monter la sauce, le spectacle. On y viendra tout à l'heure parce que Thibaut va vous parler du Rising. Je vais en parler tout à l'heure. Qui essaye un peu de reproduire le truc. Sauf qu'aujourd'hui, ça fait un peu plus mal de voir ça parce que le niveau, c'est. À l'époque, le Pride, le niveau était meilleur qu'à l'UFC. Aujourd'hui, le Rising, même un sous Bellator, le niveau est meilleur qu'au Rising. À deux, trois exceptions près, hein, notamment un japonais qui est très très fort, qui combat là-bas actuellement. Voilà, je me suis vachement égaré, mais ce que je voulais évoquer, c'était que j'ai regardé un peu de MMA dernièrement, et j'ai regardé donc les mecs de Jiu-Jitsu brésilien, étant donné que je viens du Jiu-Jitsu brésilien. Et j'ai regardé les combats donc, de Vitor Belfort, qui s'est pris donc un KO contre Machida. J'ai regardé le combat de Demian Maia contre Ousmane, le Nigérien, là, très fort. Il n'a rien pu faire, il a un échec total. Et j'ai regardé le combat de Jacare contre... C'était contre qui d'ailleurs je sais même plus. Enfin bon, en tout cas, Jacare n'a rien pu faire. Et ça, c'est des mecs... Jacare, moi non, je suis pas aussi... ouais, le premier round, il gagne le premier round. Ouais, après, il perd clairement le deuxième, et sur le troisième, il est pas ridicule. D'accord. Non, mais il est pas ridicule. D'ailleurs, décision partagée, je crois. Ouais. Sauf que là, on parle quand même. Bon, Vitor Belfort, autant il a dû faire un truc à la DCC, il a dû faire un podium, je crois. Vitor Belfort. Ouais, il me semble. Ouais, mais c'était l'époque où. C'est pas la même époque. Par contre, Demian Maia, lui, c'est sûr qu'il est très fort, que ce soit en kimo ou sans kimono. Il a gagné, je pense qu'il a dû gagner le mondial.
Il a gagné ADCC, ça c'est certain. Je suis pas sûr qu'il ait gagné le mondial. En tout cas, il a gagné ADCC, ça j'en suis sûr. Le mondial en baron, il me semble qu'il a gagné. Ah, en baron. Il me semble Ouais. qu'il a gagné. Jacare, lui, il a gagné les deux, ADCC et mondial. Il est très fort au sol. C'est une autre époque, hein, c'est sûr. Mais ces mecs-là, c'est quand même des pointures du jiu-jitsu. Au moins, même Belfort, ça reste un mec très fort en jiu-jitsu. Hein. Ça, c'est sûr, et s'est entraîné avec des mecs. C'est sûr, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Ouais. Durigno, c'était son coach, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. de grappling. Hein. Bon, on va mettre Oui, une ouais. parenthèse sans certitude sur Belfort, mais en tout cas, Belfort. Maya et Jacare, Belfort, c'est un nom du jiu-jitsu. parce c'est qu'il la représentait pointure. le jiu-jitsu à l'époque, Voilà. mais je pense pas que ça soit vraiment un gars chaud au sol. Moi, c'est mon avis personnel. Mais, Ok. En tout cas, Belfort pardon, Maya et Jacare, c'est des pointures au moins du début des années 2000. Ça, c'est sûr. Et c'est des mecs qui ont réussi quand même globalement. En plus, là, on parle de gars qui ont réussi à adapter leur jeu C'est les deux. au MMA. C'est les deux qui Voilà. ont le mieux réussi Donc, la transition vers le MMA. Ça, C'est les clair. mecs qui sont censés le mieux nous représenter à l'heure actuelle. Et ben ces mecs-là, aujourd'hui, à mon avis, ils sont plus dans le top. C'est triste à dire, hein, mais c'est malheureux. Et bon, j'ai pas vraiment de conclusion d'analyse. Il y a Mais 10 000 raisons qui peuvent expliquer ça. Vas-y, excuse-moi. Mais est-ce que justement, tu parlais d'être un vieux con là, est-ce que tu te poses pas la question justement comme un vieux con, à savoir, C'est possible. c'est eux qui nous représentent, tu vois. Oui, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'as Parce raison. que il n'y a plus vraiment ce qu'il y avait avant, Oui, c'est vrai. cette confrontation C'est vrai. de discipline. Et quand bien même Eh si ben, c'était le cas, là, je c'est des vais gars- assumer d'être c'est un des vieux gars con. qui sont âgés, en fin de Oui, carrière. c'est vrai. Maya, c'est vraiment en fin de carrière. Jacare, ils l'ont banané pendant sur ces 3-4 dernières années pour qu'il n'ait jamais de title shot. Parce que ça, je pense que ça les saoulait d'avoir un Brésilien. Oui, c'est Il pas parler correspond- anglais, il va voilà, pas faire chaud. c'est ça, etc. c'est pas Conor McGregor, c'était pas très vendeur. Et bon, bah, les mecs ils s'usent, hein. Ces gars-là, ils sont vers la quarantaine. Ouais. Donc c'est, voilà, tu vois, Demian Maia, il est très bon en lutte. Mais bon, la lutte à 40 ans, bah, c'est pas la lutte à 20, quoi. Donc Ouais, foutre c'est un sûr. mec, un minimum explosif par terre, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. Et puis, il y a 10 000 raisons. Il y a le fait que les rounds, c'est des rounds de 5 minutes. C'est pas assez. Moi, je pense, au Pride, c'était bien. Ils faisaient un round de 10 minutes. Il y a plein de raisons. La cage, que les mecs sont plus complets, qu'il faut être très explosif dans ce sport. L'explosivité, c'est 10 fois plus important en MMA qu'en Jiu-Jitsu. En Jiu-Jitsu, t'as des mecs qui sont très forts, mais Keenan, il est pas du tout explosif. Bon, il est plus que moi, ça c'est sûr, mais il est pas du tout quand même. Donc voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis sûrement un vieux con, mais je l'assume, je veux dire, parce que je préfère quand même comment c'était avant. Mais bon, C'était ça mieux c'est ouais, c'était mieux avant, mais c'est parfaitement personnel et je ne prétends pas J'assume. détenir la vérité, mais j'assume. Je préférais largement ce que c'était avant. Vraiment Voilà. un vieux con. Voilà, on est des vieux cons. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Hold up, bitches in my dime. Taking hella long, bitch, give it to me now. Make that thing pop like it's in me over 9. Ooh, baby, like it raw with the shimmy, shimmy, yeah, huh? ASAP, get like me. Never met a motherfucker fresh like me. All these motherfuckers wanna dress like me, but the chrome to your dome make you sweat like me. Cause I'm the nigga, like how you figure, getting figures and fucking bitches. She rolling switches, bought her bitches. I bought my niggas, they getting bent up off the liquor. She love my licorice, I let her lick it. They say money make a nigga act nigga rich. But at least a nigga rich. I be fucking broads like I be fucking bored. Turn a dyke bitch out, have a fucking bars. Peace. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. If finding somebody real is your fucking problem, bring your girls to the crib, maybe we can solve. Oh, I know you love it when this beat is on. Make you think about all of the niggas you been leading on. Make me think about all of the rappers I've been feeding on. Got a feeling that's the same dudes that we speaking on. Oh, word, ain't heard my album, who you sleeping on? You should print the lyrics out and have a fucking read along. Ain't a fucking sing along unless you brought the weed along. And just, okay, I got it.
Then just drop down and get your eagle on. Or we can stare up at the stars and put the Beatles on. All the shit you talking about is not up for discussion. I will pay to make it bigger. I don't pay for no reduction. If it's coming from a nigga, I don't know, then I don't trust it. If you coming from my head, then motherfucker get the bussin'. Yes, Lord. I don't really say this often, but this long dick nigga ain't for the long talking, I beast. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my fucking problem. And yeah, I like the fuck, I got a fucking problem. I love bad bitches, that's my Alors on va attaquer notre dernière partie, enfin dernière, avant la conclusion, qui est le conseil de regardure, où je vais en gros te conseiller de regarder quelque chose, toi aussi. Alors je vais aborder quelque chose qui va faire écho à ce dont on traitait précédemment, à savoir le Pride. Et cette approche qu'ils avaient du MMA, de la mise en scène, etc. Ouais. Donc en fait, je vais te parler du Rising. Alors le Rising, qu'est-ce que c'est ? C'est en gros le successeur du Pride. Donc on retrouve les mêmes fondamentaux, c'est-à-dire Sakakibara derrière, celui qui était le fondateur du Pride, qui après l'avoir vendu aux frères Fertitta, Dana White et compagnie, à l'UFC. Quand ils ont tout racheté, en fait. En fait, ils ont racheté quand l'UFC a racheté le Pride, ils ont surtout racheté le pool de combattants, en fait. Ils ont arrêté le Pride. Mais pas le concept, en fait. Le concept, ils avaient en tête ça se faisait concurrence, en fait. C'est ça. Du coup, ils ont arrêté le Pride et ils ont pris les combattants. Ils leur ont fait passer des tests antidopage et les ont incorporés dans leur... Il restait plus grand monde. Donc voilà. Il a vendu donc le Pride et en 2015, il a relancé le même concept, mis à jour, le Rising. Donc successeur du Pride avec les mêmes fondamentaux. Lui aux manettes derrière et Takada. Donc Takada, c'est en gros celui qui avait combattu Erickson à l'époque. Voilà, c'est ça. Quelqu'un qu'on voit souvent taper sur des tambours. Pas forcément un bon combattant, mais un bon, on va dire... Un bon musicien avec ses tambours en slip. Exactement. Voilà. C'est souvent celui qu'on voit au moment des conférences de presse, l'annonce des combats, etc. Pardon. C'est lui qui porte le truc, quoi. C'est le mec qu'on voit. Takada. Il y a aussi tous les autres fondamentaux qui faisaient ce qu'on aimait le Pride, quoi. Il y a aussi la voix, Len Hart, qui a une manière très très particulière ça de lancer. Ça faisait partie du truc, du charme du truc, la manière d'annoncer les combattants en hurlant leur nom, les musiques ultra épiques, les entrées très travaillées et les vidéos de présentation. Des combattants, des combats, et c'est de ça dont je veux te parler. Et d'ailleurs, principalement. ils ont des vidéos sur internet, je crois. Voilà, c'est ça. Il y a une série de vidéos qui s'appelle les Rising Confessions, où en gros ils présentent les combattants, les combats, je suis tombé dessus le déroulé, voilà. Et donc ça, je trouve ça assez extraordinaire. En anglais en plus. Elles sont sous-titrées en anglais très très rapidement après leur sortie, généralement un jour ou deux après, c'est disponible sous-titré. Donc le principe c'est le même, d'ailleurs la personne derrière ces vidéos c'est le même monteur qui était en charge des vidéos de présentation du Pride. Tu parlais tout à l'heure du Pride, top, ces vidéos, là. Tu parlais du Pride et de l'intensité qu'il y avait, de comment tu voyais. Donc effectivement il y avait peut-être le fait que tu étais plus jeune, que c'était le début du MMA. À cette époque le Pride c'était vraiment là où ça se passait. L'UFC, c'était plus l'UFC en fait. Pardon ? Du début du MMA, enfin... Oui, le début historique. En Occident, mais au bout d'un moment, le Pride a clairement pris le dessus sur l'UFC. Le niveau était au Pride. Fedor, c'était au Pride, c'était pas l'UFC. L'UFC patinait un peu. Il était interdit dans nombre d'États aux États-Unis et ça n'a pas cartonné comme ça a fini par le faire plus tard quand les frères Fertitta ont récupéré le truc, racheté le Pride et là ça a vraiment cartonné et ils ont fait du MMA ce que c'est aujourd'hui. Mais à cette époque-là, le Pride c'était numéro 1. Donc il y avait le niveau et il y avait surtout justement cette dimension épique que tu retrouvais au niveau des combats et c'est principalement dû à différents trucs. Donc le côté japonais et les vidéos de présentation. Ça jouait beaucoup. Ça jouait énormément. La musique, la mise en scène et surtout la scénarisation et le fait qu'ils arrivaient à te vendre, entre guillemets, même le combat numéro 8 de la carte. C'est-à-dire que là, si je te parle de l'UFC qui a lieu ce soir à Londres, à partir du 3e combat, tu connais plus les gens et tu t'en tapes.
t'en as rien à foutre. C'est-à-dire que les gars, t'as aucun intérêt à voir ces combats. C'est ok, des gars forts, etc. Effectivement, le fait d'avoir des vidéos qui te montrent les combattants que tu ne connais pas forcément, ça te donne envie de les voir après combattre. Parce que tu as vu un morceau de leur vie, un truc tout con. Hein. Tu les as vus s'entraîner, tu as vu leur famille, tu les as vus aller, je sais pas, à la pêche, au karaoké ou des conneries comme ça. Et après, tu as envie de. Tu te dis, mais ah ouais, je serais quand même curieux de savoir comment il ou elle combat. Et ça, c'est quelque chose qu'à l'UFC, ils font pas trop en fait. Hein. L'UFC, ils sont beaucoup centrés sur les conférences de presse, sur les phrases chocs, sur ce genre de trucs. Oui, il y a un côté, déjà, bon, après il y a un côté subjectif, déjà, personnellement, mais je pense toi t'es un peu pareil, c'est le côté américain de l'UFC. C'est-à-dire entrée rock'n'roll, trash talking, ambiance catch. Il suffit de voir le reality show, là, Ultimate Fighter, ça passe son temps à s'insulter. C'est bien aussi. Moi j'aime bien, hein, c'est bien aussi. Ouais, mais c'est bien, mais c'est différent. C'est moins l'esprit martial. Exactement. C'est-à-dire que Rising, Pride, les Japonais, ils ont réussi à incarner l'esprit martial. Ouais, rien que dans le nom déjà. Ultimate Fighting, on sent qu'il y a un côté barbare, on va se foutre sur la gueule, il y aura du sang, et c'est ce qui va être bien, quoi. Voilà, tandis que c'était Pride Bushido, où ils mettaient en avant justement. Il suffit de voir les intros du Pride ou même du Rising. C'est-à-dire qu'au départ, il y a Takada qui est en tenue traditionnelle, là, en une espèce de slip japonais, sumo, quoi. Sumo, voilà, sumo, avec les claquettes en bois. Et qui tape sur des tambours traditionnels japonais, énormes au milieu du ring. Et il y a un côté épique, c'est-à-dire que c'est vraiment épique dans le sens où voilà, il y a une confrontation entre des combattants dont on t'a vendu l'histoire, dont on t'a raconté l'histoire humaine, voilà. Et donc tu t'attaches à des personnages, à des combattants, alors que l'UFC, tu t'en tapes. Et d'ailleurs, le Rising, la différence avec le Pride, c'est que le Rising, maintenant, aujourd'hui, ils ont récupéré le MMA japonais, qui est dévasté. C'est-à-dire que le MMA japonais, il n'y a plus rien, plus personne. À l'époque, c'était des tueurs. Les Japonais, et en plus, ils avaient les tueurs du monde entier. Comme tu dis, Shoot Box, Brazilian Top Team, même les Américains, les Fedor, tout le monde était là-bas. Maintenant, il n'y a plus personne. Tout le monde ne parle que de l'UFC ou même, je dirais même que le niveau des Japonais forts aujourd'hui, il y en a beaucoup moins qu'à l'époque. Bien sûr, parce que tout est lié. On en parlera sûrement dans les podcasts qui viendront. Les problèmes de fédération, ça a des incidences claires et nettes sur le niveau global des pratiquants. Parce que voilà, il y a une association directe entre la structure et le sport et le niveau. Et donc là, il n'y a aucune structure, plus rien. Plus d'événements. T'as encore des trucs de shooto et tout, mais c'est beaucoup moins regardé qu'avant. Hein, parce que maintenant, on va dire que tout ce qui est UFC, Bellator, tout ça, ils font énormément déjà des UFC. Maintenant, il y en a beaucoup plus qu'avant. Avant, ça devait être, je sais plus, mais je veux pas dire conneries, mais maintenant, il y en a quasi toutes les semaines. Ils ont tout phagocyté en fait. Tout est rivé vers les États-Unis et c'est là où le niveau est le meilleur. Il n'y a rien à dire, il n'y a même pas débat là-dessus. Le Rising, j'ai un peu regardé. Je le disais tout à l'heure, mais à 2-3 exceptions près, le niveau est très bof quand même. Donc, au niveau de l'UFC, on ne peut pas leur enlever le fait qu'ils ont réussi à promouvoir le MMA comme ça n'avait jamais été fait auparavant. Si aujourd'hui le MMA est là où il est, c'est vraiment justement grâce à ce travail qu'ils ont fourni. Donc ça, c'est indéniable. Mais il n'y a pas ce qu'on retrouve aujourd'hui dans le Rising et dans les vidéos dont je te parle, ce côté épique, cette scénarisation, ce montage, cette ambiance particulière, ces musiques qui sont vraiment, vraiment spécifiques à cette ambiance. Et donc voilà, si j'ai un conseil à te regarder, c'est de regarder les Rising Confessions. Je te conseillerais le 10. Pourquoi ? Parce que le 10, c'est celui qui fait la promotion du combat entre Kyoji Horiguchi. Ouais, lui, il est très fort. Hein. Voilà, alors lui, c'est en gros, c'est le crédible. Hein. C'est le crédible. Il vient du FCD. Voilà. Il avait d'ailleurs perdu à l'UFC. Demetrius. Demetrius, c'est une de ses deux seules défaites. Il est à 24-2. Il est vraiment très fort. Très très fort. Il vient du karaté. Voilà, base karatéka, ultra explosif. Et donc voilà, le Rising Confession numéro 10, c'est en partie l'explication de
La renaissance. la promotion voilà, de ce combat et la renaissance de Kyoji et du fait qu'il revienne au pays. Donc pour préparer, pour revenir au Rising, il l'explique en gros. Et donc il y a toute une... Donc il y a une scénarisation, hein, c'est sauver le MMA au écrit, Japon, voilà, etc. c'est ça. Il y a tout ce thème Oui, de ils je essaient de reviens. romancer un peu le. Il romance complètement le truc. Là, par chance, entre guillemets, c'est triste à dire, mais par chance pour eux, il y a le côté dramatique qui est là parce que son ancien maître de karaté est atteint du cancer. D'accord. Donc, Ah oui, ils ont mis tu un vois- peu de pathos. Ouais, c'est ça. Donc la prod a joué un peu là-dessus Ouais. et on voit Horiguchi. C'est ce qui fait que tu as envie de suivre après. Hein. Exactement, c'est qu'ils ça, ils hein, mettent c'est- du côté humain, Ouais. tu vois, tu te raccroches au destin. Ils te font une série, Exactement. une série télévisée. Exactement. Du coup, tu t'accroches au personnage et tu es beaucoup plus impliqué Ok. dans des combats Rising t'aurais pas intéressé. Confessions. Rising Confession 10. D'accord. Donc je te C'est dis, sur YouTube. Hein. c'est gratuit. sur YouTube, c'est gratuit, sous-titré. N'hésitez pas à aller voir ça. Horiguchi qui revient, qui explique qu'en gros il est là au Japon pour revenir honorer son Shidoshi. Il va tout déglinguer, voilà, contre Ian McCall. Et donc n'hésitez pas à regarder celui-là et tous les autres. C'est vraiment de la bombe atomique. Et voilà, Ok. n'hésitez pas. Bon, écoute, je regarderai ça. Moi, je comptais te parler d'un truc, mais finalement, je vais te parler d'autre chose. Là, ça m'est venu lorsque t'en parlais tout à l'heure. J'ai envie de te parler d'un combattant américain, Mikey Musumeci. T'en parlais tout à l'heure. J'ai vu il n'y a pas très longtemps Enfin, il n'y a pas très longtemps. Ça fait quand même un petit moment, mais je voulais t'en parler. Je sais pas si tu l'as vu, toi, d'ailleurs. Parce que je crois pas qu'on en a eu l'occasion d'en parler. Je pense que Tu j'ai vois de quoi je veux parler? une vidéo résumée Voilà. de... Qui retrace, bon, je vais expliquer pour ceux qui l'ont pas vu, qui nous écoutent. C'est on va dire une sorte de highlight, mais c'est un peu plus qu'un highlight quand même, parce que ça retrace quand même une bonne partie de sa progression depuis qu'il est tout petit, parce que je sais pas il est encore tout petit en fait, hein, parce que je sais pas quel âge il a. Il est tout c'est de taille et d'âge. Voilà, il doit avoir 20 piges, 21, 22, enfin, ça, même pas, je pense. Je pense qu'il doit avoir 21. Et du coup, ça m'a vraiment frappé. Ça m'a fait penser à plein de choses, en fait. Déjà, ça m'a rappelé, toi, moi, Maxime, parce que nous, c'est pareil, depuis qu'on a commencé très jeune, hein, quand même. Maxime, il a commencé, il doit avoir même pas 10 ans. Bon, sauf que nous, on s'entraînait entre nous, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de club en France. Et puis on filmait beaucoup nos combats. Et lui, il y a des combats, on le voit s'entraîner en club. Bon, c'est récent, hein, je te dis, il est tout jeune, il a 20 ans. Donc même si c'était il y a 15 ans, c'était après les années 2000, quoi. D'ailleurs, je crois que c'est une vidéo que je crois que c'est lui qui l'a faite. Hein. C'est lui qui l'a faite. D'accord. Il me semble bien, parce que je crois que c'est sous son nom et que c'est des footage qu'il a récupéré de son Oui, il y a plein de caméscope, trucs. Bon, quand on il est voit, tout petit. on voit de sa progression, et puis c'est hallucinant. On se rend compte que aujourd'hui, moi, ça m'a fait ouvrir les yeux, ça m'a rappelé, ça fait un peu un parallèle avec nous quand on a commencé, puisqu'il y a des vieilles vidéos. T'as l'impression de voir une vieille vidéo en H8 de tourner dans sa cave, etc., comme nous on faisait un peu. Mais, et ça m'a rappelé notre progression à nous, et puis ça m'a fait dire que. Toute proportion gardée. Toute proportion gardée, bien sûr, parce que le mec est champion du monde quand même. Ça m'a fait dire que. Il y a un truc, ça m'a fait penser au temps qui passe et au fait que ce sport, il est quand même très lié à l'époque dans laquelle tu as commencé à pratiquer en fait. Nous, on a commencé à pratiquer, on faisait de la garde fermée. Nous, on a commencé, c'était la fin des années 90, on va dire. Justement, l'émergence du MMA, autre part qu'au Brésil, pardon. Et du coup, déjà le jiu-jitsu était très lié au MMA. Aujourd'hui, le jiu-jitsu, c'est presque indépendant du MMA. Je pense que tu as plein de mecs qui font du jiu-jitsu qui ne regardent pas du tout le MMA. À l'époque, ça n'existait pas. Tous les mecs qui faisaient du jiu-jitsu suivaient le MMA, c'est parce que suivaient le MMA qu'ils avaient connu le jiu-jitsu. Oui, et puis l'idée, c'était presque au final, une fois que tu auras été champion du monde en jiu-jitsu, tu iras te tester en MMA. Hein. C'était presque la continuité. Exactement. Moi, je ne veux pas trop développer là-dedans parce qu'on pourrait en faire tout un sujet. Il y a plein de choses à dire. Mais ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait penser au fait que ça m'a rappelé notre évolution à nous, toute proportion gardée bien sûr. Mais les premières compètes, les premiers trucs. Nous, on a tout filmé aussi. C'est un truc qu'on a eu la chance. Nous, on faisait beaucoup de films amateurs quand on était jeunes. On aimait bien filmer. Nous, dès les premiers combats,
je connais des mecs très forts aujourd'hui qui n'ont quasi rien filmé de leur première compète. Nous, on les a presque toutes filmées, nos compètes. On a quasi tout conservé. On pourrait s'amuser à faire un highlight qui serait ridicule comparé au sien. Mais en tout cas, voilà, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, nous aussi, on a filmé depuis qu'on est petit, etc. Ça m'a fait penser aussi au fait que le mec, je pense pas que c'était un tueur. Bon, on voit qu'il était fort déjà, ça c'est sûr, il était très fort déjà jeune, mais ce qui a fait qu'il est très 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 fort aujourd'hui, c'est une combinaison de plusieurs choses. Il arrive à un bon moment, il est arrivé dans un bon, il s'est trouvé plutôt dans un bon moment, il s'est trouvé dans un bon pays. Il a eu la chance d'avoir tout un tas de sparring ceinture noire qui étaient déjà des compétiteurs. Il a changé de club d'ailleurs. Il a changé de club plein de fois. Je crois qu'il était Gracie Barra, il était Alliance, Mendes. Lui aussi, il s'est développé. Je sais pas s'il a des frères, mais il a une sœur qui est connue aussi, qui est très forte aussi. Tammy. Voilà. Ouais, c'est ça, Tammy Musumeshi. Et le mec a fait énormément de compètes et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment des tout meilleurs. On voit aussi toutes sa rivalité qu'il a pu avoir avec les Miyao, sachant qu'il les a battus à chaque fois. Il a dû les battre 8 fois, je crois, un truc comme ça. Ouais. Et c'est marrant parce que ça, peu de gens savent à quel point il est pas très connu. Il les domine. Bon, il est pas très charismatique, on va pas se mentir. Non, ouais, ça bon, c'est moins qu'on puisse on dire. prend pas de risque parce que je pense pas qu'il écoutera notre podcast. Ouais. Mais ouais, le mec, il est pas très vendeur. Ouais, c'est vraiment le nerf. Ouais. Je l'avais croisé au championnat d'Europe il y a 2 ans. Je m'étais dit, ouais, il paye pas de mine quand même. Bon, je savais déjà que c'était un tueur, mais. Moi, il y a un truc qui m'avait marqué aussi dans cette vidéo, c'est l'évolution de son style. Tu vois ses combats en ceinture blanche bleue, c'est vrai, il était bon lutteur. Il Ouais, tentait beaucoup de il- double leg, double leg en l'air. Exactement. Et plus ça va, plus Ouais. il ne fait plus du tout de lutte Non. et se fout en dessous systématiquement à tirer la garde. Quoi. Il a un jeu moderne classique, on va ouais, dire. Un dans jeu les- moderne classique. on va dans dire. les catégories légères, c'est souvent au premier qui tire la garde. Souvent, Ouais, c'est ça. Ouais. c'est rare que. Il a des crochets de la riva, gauche à droite, il travaille beaucoup ça, il tente des berimbolo, il tricote un peu comme on en voit énormément faire aujourd'hui. Ouais. C'est pas forcément très beau, mais les gens qui disent que c'est pas efficace, à mon avis, se trompent. C'est pas efficace contre des mecs forts, mais mettez-le contre un mec un peu moins fort, vous allez voir qu'il le dégomme beaucoup plus avec ça qu'avec en mettant des double legs. Enfin, de mon point de vue, je pense. Donc voilà. Voilà, donc je voulais te parler de cette vidéo, elle m'avait bien plu. Voilà, il y en a plein d'autres des comme ça. Celle-là, elle est particulièrement longue, elle doit faire 20 minutes. Ouais, je crois. D'habitude, je me fais chier dans les highlights, mais celle-là, j'ai bien aimé, elle est bien faite. On voit bien la progression, il met plein de combats intéressants. Même s'il a un jeu qui peut paraître relou à voir, la vidéo, elle rend super bien. Et c'est vraiment, vraiment intéressant à voir. Donc, moi, je vous conseille celle-là. Bon, il y a des highlights, j'aurais pu vous en conseiller plein d'autres. Mais je pense que celle-là, elle peut être intéressante à voir. Donc, elle est sur Flow Grappling. Je sais pas si elle est sur YouTube. Si, elle est sur YouTube. Elle est sur YouTube, d'accord. Bah, On écoute, va regarder Musumeshi highlight 20 minutes. Voilà, il y en a qu'une, je pense. Ok, bah, je l'ai déjà vu, mais si tu la conseilles, je vais la re-regarder. Ouais, je vais la regarder moi aussi.
Ok, donc voilà, c'en est fini pour ce premier épisode. Donc on espère que que ça vous a plu, ouais. Donc n'hésitez pas à nous faire des remarques sur ce qu'on a pu dire comme conneries ou au contraire si vous... Ouais, c'est un peu l'idée. S'il peut y avoir des échanges, n'hésitez pas. Si on est amené à en refaire d'autres, si ça vous a plu, des thèmes même. Là, en fait, on voulait aborder un thème. Aujourd'hui, on l'a pas fait parce qu'on s'est rendu compte que c'était un peu long. L'idée, c'était la thématique qu'il peut y avoir entre le Internet, en fait, de manière globale. Tout ce qui est lié à Internet, hein, YouTube, les réseaux sociaux, etc. Et le jiu-jitsu brésilien. Parce que finalement, ça a quand même changé la donne, cette histoire-là. Parce que nous, on a connu, on va dire, quand on a commencé, il y avait déjà Internet, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Et ça a quand même changé beaucoup de choses, dans la pratique, dans la manière de communiquer aussi. Ça a vraiment changé plein de choses. Du coup, c'est un thème qu'on voulait aborder, on n'a pas eu vraiment le temps. Donc, Mais c'est pas plus mal, parce que je pense qu'on pourra le dissocier en deux thèmes, parce que je pense qu'il y a le fait de la transmission de techniques. Ouais, c'est large en fait, Internet. Voilà, la transmission de techniques et les réseaux sociaux et la communication personnelle que chacun fait de son propre récit. En bien comme en mal. En bien comme surtout en mal en fait. Voilà, donc écoutez, je crois que c'est tout. Voilà. On espère vous revoir pour un prochain podcast. Voilà. C'était BJJ Corner numéro 1, on va dire. Voilà. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous, à bientôt. La bise aux ostéos. Voilà, la bise aux ostéos et à tous les autres. Petit mot pour les personnes du club Kokudo. On en profite pour vous annoncer qu'on fera un passage de grade le lundi 25 juin à 20h à Gennevilliers.